Bienvenue au Palais de Rumine, bienvenue pour cet échange politique qui j'espère sera vif et intéressant. Merci encore une fois d'être là, merci d'être parmi nous dans ce débat qui va s'avérer à la fois complexe, qui nous engage et en même temps qui appelle à des discussions politiques. On est dans la technique, on est aussi dans la politique. On va avoir tous ces aspects de la discussion pour savoir où nous serons en 2050, a priori avec un net zéro carbone, comment on va y arriver, comment on va faire, comment on va protéger la diversité. C'est toutes les questions dont on va parler ce soir. La soirée va se passer en 3 volets. Il y aura d'abord un mot du recteur Frédéric Herman, du recteur de l'UNIL, qui vous souhaitera la bienvenue. Ensuite, Oscar Mazzoleni, professeur de sciences politiques, nous posera les enjeux. Et ensuite, nous aurons la discussion avec nos 7 politiciens, absolument brillants, les meilleurs de leur classe, de leur génération. Certains n'écoutent pas, ils sont déjà sur leur téléphone. Mais je propose qu'on les applaudisse parce que bravo, ils sont là. C'est la fin de la campagne, c'est dur. Et on va discuter avec chaleur, j'espère, et profiter de leur expertise et de leur vision. J'aurai encore des choses à vous dire en termes d'organisation après, mais je laisse tout de suite la parole au recteur Frédéric Herman qui va nous accueillir. Monsieur le recteur, à vous. Tous vos applaudissements. Merci beaucoup. Je restais plus près. Je vous remercie pour votre présence ce soir. Je vous remercie de participer au débat. C'est aussi un plaisir pour moi d'être présent. Alors, je vais quand même être très très bref. Le but de ma présence, c'était pour soutenir les activités de l'Observatoire de la vie politique régionale. Il a pris une importance particulière pour l'Université de Lausanne, car récemment, on a signé un accord avec l'Université de Laval qui nous permet de renforcer nos liens avec une université francophone du nord de l'Amérique. Puis c'était particulièrement important pour nous car dans mes échanges depuis le début de mon mandat avec la rectrice de l'Université de Laval, on s'est rendu compte qu'on avait des objectifs communs, une vision commune sur plusieurs sujets comme la santé ou la place et l'impact des sciences dans la société, et puis en particulier la durabilité. Alors ce soir, l'objectif de l'Observatoire est de porter un regard sur comment la politique aborde la question de la durabilité. Et je pense que c'est arrivé suite à la place que la durabilité prend dans le débat politique, ce qui est une bonne nouvelle. C'est aussi un des axes clairement prioritaires de l'UNIL. Ça correspond à notre souhait de positionner l'UNIL à l'avant-garde des défis sociétaux majeurs et puis d'être une actrice de ces changements ou d'accompagner les changements que nous devons faire. Dans le cas de la durabilité, l'enjeu est gigantesque, absolument gigantesque. En plus, nous traversons une période de l'histoire qui est particulièrement tendue et je pense que c'est quand même fondamental de garder des débats de fond en présence et que nous ayons des espaces pour avoir ces débats. Et donc je vous remercie pour votre engagement, je remercie l'Observatoire et je vous souhaite une excellente soirée. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, merci d'abord d'être là. C'est très important votre participation ici ce soir, je pense, parce que ce thème, la question de la durabilité, les questions environnementales, nous touche tous et toutes. La température augmente, les canicules sont de plus en plus fréquentes, les sécheresses s'amplifient, les fortes précipitations gagnent en intensité, les inondations se font de plus en plus fréquentes. Et je ne dis que des banalités, les glaciers se fondent de plus en plus rapidement. Or, toutes ces questions nous interpellent. En Suisse, comme dans les autres pays, nous sommes confrontés à ce changement climatique qui touche notre quotidienneté de citoyens et de citoyennes et qui réclame des réponses politiques. La Berne fédérale, le Conseil fédéral et le Parlement se sont penchés sur cette grande problématique, on le sait, lors des dernières législatures, je pense notamment cette dernière, celle qui est en train de se terminer, mettant en place des mesures plus ou moins partagées, plus ou moins efficaces, plus ou moins urgentes, afin de s'adapter et répondre aux changements. La prochaine législature sera également intéressée
par des multiples débats de décision, notamment sur la protection de l'environnement, l'énergie, la biodiversité et probablement, encore une fois, sur la question de la réduction du CO2. C'est la raison pour laquelle on est ici ce soir, évidemment, pour discuter, pour voir un petit peu quels sont les enjeux de la prochaine législature. Évidemment, on le sait aussi que depuis quelques années, et là l'écart avec la campagne de 2019 pour l'élection fédérale est importante, après la crise du Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, la question climatique a pris un tournant. Et toute la question environnementale en général est loin aujourd'hui d'être appréhendée de façon consensuelle, loin de là. On sait que beaucoup de thèmes qu'on va aborder ce soir polarisent la société, polarisent la politique, et on sait aussi que les différentes forces politiques qui sont aussi représentées ici et qui décident à Berne ont des positions différentes. D'une part, les forces politiques de gauche, de centre ou de droite, et ça c'est important de dire, ne donnent pas autant d'importance à ces enjeux. Et il y a donc une différence sur la question de l'urgence, de la priorité à donner à ces enjeux. Et de l'autre côté, évidemment, lorsqu'on discute, lorsqu'on doit décider, la question aussi de l'orientation. Quel type de choix on fait, quel type de contraintes, quel type de sacrifices on est prêt à faire, notamment sur le plan économique. Est-ce que finalement on croit jusqu'au bout au rôle de la science, qui nous dit effectivement qu'il y a un changement climatique qui est dû au rôle de l'humain, et notamment aux mesures à adopter. Vous vous rappelez bien sûr de la votation et des dévotations sur le CO2 que nous avons vécu et vu cette dernière législature. On a vu la polarisation qui a émergé fortement. Or, sur ces questions, le laboratoire international associé que nous avons créé avec l'Université Laval, qui s'appelle Pardur, et que nous inaugurons aujourd'hui, d'une certaine façon, vise précisément à comprendre, à expliquer comment les partis, les représentants politiques interprètent ces enjeux environnementaux et la durabilité, plus en général, donc la transition écologique. Comment les partis politiques, que ce soit en Suisse, au Québec, au Canada, mais aussi dans d'autres pays, interprètent, se positionnent sur ces thèmes. C'est pour ça qu'on est ici aussi, évidemment, parce que ce laboratoire essaye ou va essayer de rendre compte aussi des opinions des candidats, des élus qui, à Berne, agissent, avec des méthodologies différentes. On a bien sûr, en sciences politiques, en sociologie politique, on peut faire des enquêtes d'opinion auprès des citoyens, mais on peut aussi interpeller les élus, les candidats, avec notamment une méthodologie qui s'appelle entretien collectif, qui a beaucoup à faire avec aussi, d'une certaine façon, le débat journalistique, mais avec quelques différences importantes. Je pense que là, l'entretien collectif, d'abord, pousse à l'interaction entre les membres, les participants à ces entretiens, et surtout, on aborde des thèmes spécifiques sur lesquels aussi les participants peuvent se préparer, dans ce sens-là, et finalement, on se focalise sur des thèmes qui ne font pas nécessairement débat au sens de cristallisation et de polarisation dans l'opinion publique, mais qui nécessitent aussi un approfondissement, un débat plus approfondi. Et donc, de ce point de vue, ce soir, nous avons essayé aussi de choisir des thèmes qui peuvent être à la fois des thèmes sur lesquels on peut avoir des positions différentes, et ça, entre les différents candidats et candidats aux élections fédérales, avec des sensibilités idéologiques différentes, aussi des sensibilités qui marquent aussi des différences générationnelles de gens, et en même temps des thématiques qui sont porteurs de réflexions communes. Et de ce sens-là, la table ronde ne sera pas tous azimuts. Nous avons choisi deux thèmes, la biodiversité et l'approvisionnement énergétique, sur lesquels les chercheurs de l'UNIM et de l'EPFL notamment se sont penchés ces dernières années. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est l'UNI et l'Observatoire qui organisent ce débat, et pas un journal ou un média, bien sûr. Et donc, à partir de là, je pense que les éléments sont là pour essayer de comprendre, et ça a l'occasion pour comprendre comment les candidats des différents partis vont interpréter ces enjeux. Et donc, avant de donner la parole à M. Stéphane Benoît, encore une fois, ancien rédacteur en chef du Temps et de l'Illustré, je veux ici remercier pour l'organisation, leur appui, la mise en place de cet événement, je vous assure, assez compliqué à réaliser. Je veux remercier le Centre de compétences en durabilité, notamment
le directeur adjoint Augustin Franiel ici dans la salle, le service de communication et de l'audiovisuel de l'UNIL, en particulier Philippe Ganbin et Cédric Garoffet, ici, et ensuite Marc Deperrault, secrétaire général de l'UNIL, l'Institut d'études politiques qui accueille l'Observatoire de la vie politique régionale, la faculté des CSP, et notamment dans notre Observatoire de la vie politique régionale, Antoine Lehmann, qui a joué un rôle important dans l'organisation. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous donne la parole à nouveau. Merci. Merci. Comme Oscar l'a précisé, je suis Stéphane Benoît-Godet, journaliste, et un peu stressé parce que nous avons 7 intervenants et on a jusqu'à 19h15 pour échanger. On va essayer de leur donner le même temps de parole et d'avoir en même temps une discussion qui n'est pas simplement un guichet où chacun va exprimer ses positions, mais d'essayer d'avoir une discussion plutôt fluide. Je m'adresse à vous, n'hésitez pas, si vous voyez que vous n'avez pas assez parlé, si vous avez hyper envie de parler, faites-moi signe, et puis surtout interpellez-vous entre vous. Première question que j'ai envie de vous poser. 2050, on s'est fixé cet objectif très clair. Maintenant, c'est une vision politique pour la Suisse. Céline Weber, vous êtes vert libéral et vous êtes ingénieur et spécialisé avec un bureau de conseil dans l'énergie, c'est votre job. Vous êtes aussi candidate pour les élections parlementaires de ce mois, comme vous tous ici. Est-ce qu'on va arriver à cet objectif 2050? Est-ce qu'on est bien parti pour cela? Ça marche? Oui. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à ce forum. Est-ce qu'on va y arriver? Mais quelque part, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Et est-ce qu'on va y arriver? Oui, si on met les bonnes conditions cadres en place. Et comme vous avez mentionné, je suis ingénieur dans les énergies renouvelables. Je travaille tous les jours sur le terrain. Je vois qu'est-ce que nos lois ont de bon, mais je vois aussi ce qu'elles ont de moins bon. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit retour en arrière. On dit toujours que pour atteindre zéro émission nette en 2050, il y a en gros qu'une seule solution, c'est électrifier. Un peu comme si on venait d'inventer la roue, il faut électrifier. Ah mon Dieu, on a découvert quelque chose de fantastique. Mais au fond, l'électrification, elle avait commencé en réalité à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, avec l'électrification de l'industrie, puis du rail. Puis après, subitement, on s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi, et puis on se retrouve un peu dans la même situation qu'il y a un peu plus de 100 ans en arrière. Et quand on a décidé d'électrifier le rail, c'est assez intéressant parce qu'on n'avait pas encore tous les barrages qu'on a maintenant, on n'avait pas toutes les centrales qu'on a maintenant, mais on voulait à l'époque se rendre indépendant du charbon allemand. Alors c'est clair qu'à l'époque, il n'y avait pas les aspects environnementaux, mais enfin il y avait déjà les aspects de souveraineté énergétique. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut électrifier, non seulement on va se rendre indépendant, mais en plus, on va créer des places de travail et ça va faire des billets de train moins chers. C'était à l'époque dans le protocole du Conseil fédéral. Et on s'est donné les moyens de le faire en construisant des barrages. Or maintenant, ça fait en gros 40 ans qu'on n'a plus rien fait à part la station de pompage-turbinage du Nord de Drance, mais sinon, on n'a plus fait depuis 40 ans d'investissements conséquents en matière d'énergie. On vit toujours sur l'acquis, j'ai même pas envie de dire de nos parents, mais de nos grands-parents. Donc, la question de savoir, est-ce qu'on va y arriver? Oui, on va y arriver si on a le courage d'agir comme l'ont fait nos ancêtres. Et pour ça, il faut qu'on mette en place les conditions cadres optimales, comme on l'a fait avec la loi climat. Parce qu'effectivement, moi, en tant que plutôt centre-droite, je suis effectivement convaincue que les solutions, elles vont venir de nos startups, des clean tech, des PME, qui ont un potentiel d'innovation absolument incroyable. Et pour ça, il faut qu'on leur fournisse des conditions cadres optimales. Et la première condition cadre, et je pense qu'on est bien placé ici pour en parler, pour le savoir, c'est la recherche, c'est la formation. Parce que si on n'a pas les gens qualifiés, on n'aura pas personne pour aller travailler dans ces entreprises. Et quand je parle de formation, je pense bien entendu à la formation universitaire, mais pas que. Je parle aussi des apprentissages. Il ne faut jamais oublier que beaucoup d'apprentis d'aujourd'hui sont les entrepreneurs de demain.
J'ai envie aussi évidemment de parler de nos relations avec nos voisins, l'Union européenne, parce que là aussi, si on commence pas rapidement à avoir des bonnes relations avec notre voisin direct, mais qu'on continue à se regarder en chien de faïence, c'est sûr que ça va pas très bien marcher non plus, déjà à commencer par la recherche. Donc, pour revenir à votre question, oui, on va y arriver, mais pour ça, il faut qu'on mette les bonnes conditions cadres en place, et c'est précisément ce qu'on est en train de faire. Merci beaucoup. Vous avez vu, il y a beaucoup de thèmes dans une seule question et dans une seule réponse. Vous allez pouvoir m'aider parce qu'en fait, vous allez pouvoir aussi poser des questions. On va afficher voilà ce QR code. Vous pouvez le saisir sur votre téléphone. Vous nous envoyez vos questions et Augustin Franière, qui a été présenté tout à l'heure, directeur adjoint du Centre de compétences en durabilité de l'UNIL, nous fera la synthèse et me fera signe pour nous dire quelles sont les principales questions. Et là, Mona Chevalet, on a entendu la prise de position de Céline Weber. Vous avez vu, on les a organisés en termes de positionnement politique. Vous êtes la plus à gauche ici présente. Quelle est votre vision pour arriver à cet objectif 2050 ? Quel est le message que vous avez envie de porter ? Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour y arriver de votre point de vue ? Bon, déjà, vous avez posé la question avant, est-ce qu'on est sur la route de cette fameuse transition? Eh bien, malheureusement, non. Si on parle de la question énergétique, le développement des énergies renouvelables dernièrement n'ont pas fait de transition, elles ont servi simplement à une accumulation de l'énergie utilisée, donc à une augmentation de la consommation énergétique en réalité. Donc on est très très loin de cette transition énergétique dont on a envie de parler. Avec Ensemble à gauche, on a des points assez précis. Déjà, il faut le dire, ça paraît évident, mais pas tous les partis sont d'accord avec ça. Premièrement, il faut sortir absolument des énergies fossiles le plus rapidement possible. Pour ça, il n'y a pas de date butoir. Alors oui, le plus tôt, c'est le mieux, mais disons, si on rate en 2050, il va falloir en 2051, enfin voilà, il faut le plus vite possible, il n'y a pas de date butoir. Et pour ça, il faut absolument interdire les investissements dans les énergies fossiles. On sait, la Suisse, c'est une place financière qui investit massivement dans les énergies fossiles. On a aussi des caisses de pension qui investissent notre argent dans les énergies fossiles. Il faut interdire ces investissements et les réorienter vers les énergies renouvelables. Ensuite, sur la question des énergies, il y a 2 points, et je pense que c'est là aussi où ça va être intéressant et qu'on va amener un point différent, c'est que bien évidemment, il faut se diriger vers les énergies renouvelables. Par contre, il faut absolument amener la question de la sobriété, parce qu'on doit avoir une vision de rupture avec le système économique et politique actuel. Il faut être en rupture avec ce système de croissance à tout prix, parce que finalement, le problème du réchauffement climatique, c'est cette croissance pour augmenter les profits de quelques-uns, avec une richesse qui ne se redistribue pas. Je pense que tout le monde se rend bien compte de ce mythe. Et puis, il faut donc sortir de ce système de croissance et baser un système sur la sobriété, mais sur les besoins de la population, non pas sur les profits, mais produire une énergie. Le but, ça, finalement, c'est ça le but, c'est de produire une énergie abordable, donc en termes de prix, renouvelable, et puis disponible pour les besoins de la population. Et je pense que ce terme de besoin, il est au centre de notre vision. Merci beaucoup. Je vais de l'autre côté du bord politique. Fabrice Moschini, merci d'être là ce soir. Vous remplacez Yvan Pahu, qui a eu un empêchement de dernière minute. On a entendu interdiction, énergie renouvelable, sobriété. C'est par là qu'on va y arriver, selon vous ? Alors déjà, merci pour cette invitation. C'est un plaisir de revenir vers mon alma mater où j'ai pu étudier il y a quelques années maintenant. Je crois qu'à l'UDC, on a une autre vision de la société. On n'est pas dans une logique d'interdiction et de mettre des contraintes sur les Suisses et les Suissesses. On est plutôt dans une logique effectivement d'incitative. Comme vous le savez, on est un parti qui essaye de maintenir une certaine liberté et avoir aussi gardé notre niveau de vie. Et je crois que ça, c'est un point important. C'est vraiment une ligne directrice de notre parti. Cette transition doit se faire, mais il faut garder le niveau de vie des Suissesses et des Suisses. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les études qui sont faites, alors certaines disent que c'est le climat qui est je dirais la problématique la plus importante pour les Suisses. D'autres études disent que les choses les plus importantes pour les Suissesses, c'est l'inflation, c'est le coût de la santé, c'est la prévoyance, donc c'est les aspects plutôt monétaires. D'ailleurs, si vous avez vu ce qui s'est passé au niveau politique, lorsqu'on a voulu imposer des taxes et des interdictions, c'est la loi CO2, elle a été refusée par le peuple. Et lorsqu'on est parti dans une logique un peu plus incitative, c'est-à-dire la loi sur donc le climat et l'innovation, ça a été accepté. Donc pour nous, un point important, c'est que cette transition doit se faire de façon démocratique.
Ça ne doit pas être une élite, même si elle est bien éduquée et plein de bonnes intentions. Ça doit être l'ensemble de la population qui doit pouvoir, agréer et suivre ce projet. Ça veut dire aussi les classes moyennes, les classes populaires. Et pour ces gens, mesdames et messieurs, c'est très important que leur niveau de vie soit conservé. Je voudrais quand même donner un point important qui est oublié. Nous sommes en 2023. Sachez qu'entre 1990 et 2019, l'émission par Suisse de CO2 a baissé de 30%. Donc on n'a pas attendu au niveau du marché, au niveau de la Suisse, d'aller dans une logique un peu plus durable. Ça s'est fait naturellement par l'amélioration des technologies. Vous pouvez les regarder, je vois des gens qui sourient, vous pouvez regarder ces chiffres, ils viennent de l'OFS. Donc il y a une tendance naturelle vers l'efficience, il y a une tendance naturelle vers le fait d'avoir une économie plus durable. Malheureusement, heureusement, je ne vais pas engager le débat aujourd'hui, cette diminution par Suisse a été compensée par l'augmentation de la population. Donc en fait, en termes total, la Suisse émet autant de CO2 ou de gaz à effet de serre qu'en 1990, parce que ce qui était économisé par personne a été augmenté par le nombre de personnes. Pour nous, il est clair que le mix énergétique pour arriver à 2050 à cet équilibre de neutralité est absolument important. Et là, il faut être dans une logique très pragmatique, c'est-à-dire il faut aller vers toutes les énergies possibles et disponibles. Et clairement, pour nous, le nucléaire est une énergie qui doit absolument rester dans le mix énergétique. Alors, est-ce qu'on va reconstruire des centrales? À discuter, mais en tout cas pas fermer les centrales comme Leibstadt en 2030. C'est une décision totalement politique, ça n'a rien à voir avec la décision du peuple. Si on ferme la centrale de Leibstadt en 2030, mesdames et messieurs, il va nous manquer 10 terawatts. Alors 10 terawatts, on va les acheter aux Français qui font ça avec l'énergie nucléaire. Moi, je trouve que c'est pas très, c'est un peu une tartufferie de faire ainsi. Donc, clairement, l'énergie nucléaire, pour nous, doit être développée. Et finalement, sachez une chose intéressante, je lance un petit peu un pavé dans la mare. Sachez que je suis un physicien, donc moi, je calcule les coûts-bénéfices. Donc, je regarde 1 franc, combien ça ramène. J'en ai discuté avec vous au téléphone. Finalement, ce qui est important, c'est d'économiser ou de retirer ou d'économiser la génération de gaz à effet de serre dans le monde, que cela soit en Suisse ou dans le monde. Finalement, sachant que tout circule, que vous économisiez 1 tonne au Bangladesh, 1 tonne en Suisse, finalement, c'est la même tonne. Or, si vous l'économisez au Bangladesh, ça coûte 100 à 1000 fois moins par tonne économisée qu'en Suisse. Alors, la question qui doit se poser maintenant et qu'on pose jamais, c'est quel est le rapport coût-bénéfice des investissements qu'on fait en Suisse et accessoirement dans le canton de Vaud. Pourquoi investir ici 1000 francs pour économiser 1 tonne, alors qu'avec ce 1000 francs, on pourrait faire 10 fois, 100 fois, 1000 fois mieux au Bangladesh? Et là, peut-être une piste, si je suis élu le 22 octobre, ça serait de rediriger une partie de l'aide au développement, qui est à peu près de 3 milliards, pour que ces projets qui sont liés à l'aide au développement soient investis dans des pays pour, en fait, aller dans des logiques de baisser la production de CO2. D'ailleurs, si l'on fait ainsi, sachez que d'après les accords de Paris, ces réductions sont comptabilisées pour la Suisse comme étant une réduction des émissions CO2. Donc ça, c'est une piste intéressante à discuter. Mais en tout cas, il faut être pragmatique, il faut que la transition se fasse de façon démocratique et il faut absolument conserver notre niveau de vie parce que si on ne le fait pas, mesdames et messieurs, les classes populaires et moyennes ne vont pas nous suivre. Pierre-Yves Maillard, Parti socialiste, on vous tend une perche. Est-ce que cette transition écologique, on a parlé démographie, on a parlé de refaire des centrales nucléaires, tout en préservant le niveau de vie des classes moyennes, ça vous parle, j'imagine? Alors, il y a plein de choses qui parlent dans ce qui a été dit. Je commencerai peut-être par M. Moscheni. Donc, sur la question démographique, puisque vous avez compris que pour l'UDC, à peu près à tout problème, il y a comme réponse la question de l'immigration. J'aimerais une fois dire que s'il y a eu une croissance démographique en Suisse, dans un contexte où le taux de chômage est resté bas, le taux d'aide sociale a baissé même dans notre canton, ça signifie que ce sont des gens qui sont venus travailler. Et s'ils sont venus travailler, c'est aussi parce qu'il y a eu des employeurs qui en ont eu besoin. Alors c'est la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment freiner les investissements productifs, freiner la croissance économique? Et ça, l'UDC ne le dit jamais. Mais c'est le seul, si vous regardez les courbes d'évolution de la population dans notre pays, ils sont étroitement corrélés à l'évolution de l'activité économique. Et quand l'UDC dit moins d'immigration, moins de population, en fait,
L'UDC elle-même en appelle à une décélération, une décroissance ou à une réduction de l'activité économique, sauf qu'elle ne le dit jamais. Parce que toute autre solution, je vois pas en quoi elle tiendrait. La deuxième chose, je suis d'accord avec M. Moscheni, il faut absolument protéger le niveau de vie de la population, notamment de ceux qui ont des petits revenus. Ça passe par exemple par une indexation des rentes AVS au coût de la vie, que l'UDC a refusé dans le dernier vote là-dessus. Par exemple, à s'assurer que nos retraités qui ont travaillé toute leur vie ne s'appauvrissent pas avec le temps qui passe, c'est l'une des conditions nécessaires. Sur le nucléaire, quand on est souverainiste, quand on veut la souveraineté du pays, et à certains égards, moi je trouve que c'est une ambition légitime d'avoir une certaine autonomie, une certaine capacité, notamment sur les biens de première nécessité. Le problème du nucléaire, maintenant que je fais campagne avec Raphaël Mahin depuis quelques semaines, il le redit souvent, le problème du nucléaire, c'est que c'est une dépendance à une matière première, l'uranium, qu'on produit pas, qu'on n'a pas chez nous. Et je crois que, comme il le dit lui-même, 50% de cet uranium vendu dans le monde provient de Russie. Suisse. Voilà, 50% de l'uranium suisse est acheté aux Russes. Donc ça nous met dans une situation de dépendance à peu près aussi néfaste que la dépendance aux énergies fossiles. J'en viens aux solutions. Madame Weber l'a dit. Ce qu'on a à faire devant nous, c'est pas du tout nouveau. On a investi pour électrifier le pays après-guerre, notamment, des sommes bien plus importantes par rapport à la richesse de l'époque. On a eu un courage fantastique et on vit encore sur cet acquis. Qu'est-ce qui a changé? Madame Weber a cité les investissements à Nant-de-Drance, le pompage-turbinage. J'étais au Conseil d'État quand la Romande Énergie a décidé de faire cet investissement. L'entreprise nous a dit, bon, on vous informe, puisque l'État de Vaud est actionnaire important de la compagnie, qu'on prend un risque. Normalement, comme pure entreprise, on ne devrait pas faire cet investissement. Parce que nous sommes dans un marché partiellement libéralisé. La droite au Parlement fédéral veut libéraliser totalement le marché de l'électricité. Donc en réalité, on ne sait pas si on pourra vendre l'énergie qu'on va produire avec cette installation de pompage-turbinage, dont le prix de revient sera de l'ordre de 9 centimes le kilowattheure. On ne sait pas, on n'est pas certain de pouvoir la vendre à un prix qui couvre l'investissement. Donc si on avait une pure logique entrepreneuriale, ce qui est souhaité, puisque ceux qui veulent la libéralisation souhaitent que les acteurs réfléchissent en termes de logique entrepreneuriale, eh bien on ne ferait pas cet investissement. On le fait parce que, heureusement, le peuple suisse en 2002 a refusé la libéralisation complète du marché, et donc on garde une partie de la production orientée vers des clients captifs sur lesquels on peut au moins répercuter le prix coûtant de l'investissement. Si on n'avait pas ça, on ne ferait pas cet investissement. Et cet exemple montre exactement la bêtise incroyable dans laquelle le continent européen et malheureusement la Suisse en partie s'est lancée. C'est l'idée de vouloir faire de l'énergie un marché avec des logiques de profit. C'est une aberration économique, c'est une aberration en termes de logique d'ingénieur. Comment est-ce qu'on aurait investi dans la Grande Dixence ou les grands barrages en Suisse si on avait dit aux pouvoirs publics et aux investisseurs privés ou publics qui ont investi des sommes colossales pour faire ces installations, vous allez investir, on sait ce que ça va vous coûter, mais qui seront vos clients? On n'en sait rien, parce que ce sera un marché libre. À quel prix vous allez vendre? On n'en sait rien, ça dépendra de la bourse de Francfort, et puis avec des fluctuations énormes. Aucun investissement sérieux n'aurait été fait dans un contexte pareil. Et ce contexte-là, c'est le contexte du marché électrique en Europe, auquel, d'ailleurs, malheureusement, la droite suisse voudrait qu'on se rallie. Donc, si on veut s'en sortir, si on veut atteindre cet objectif, il faut reprendre un concept tout à fait digne, mais qui a été complètement discrédité dans la théorie économique. Ça s'appelle le monopole public. Il faut dire, on va faire de l'énergie un monopole public, on va donc décider des investissements avec la main publique, on va considérer que ces investissements vont devoir être au moins amortis, donc les prix sont fixés, ils sont administrés, et on peut ainsi avoir une stratégie à long terme. Mais la stratégie du marché et la stratégie de la reconversion écologique, c'est juste contradictoire. Jacqueline de Quattro, vous êtes ici avec l'étiquette PLR, bien sûr, vous vous représentez au Conseil national. Je vous voyais acquiescer quand M. Maillard disait on va contrôler les prix. J'étais étonné. Vous avez été aussi conseillère d'État, donc à la fois dans un exécutif et dans un législatif. Votre voix, votre vision à vous pour arriver à 2050 et à cet objectif? J'ai eu le privilège d'être pendant 13 ans en charge de l'énergie et de l'environnement du canton de Vaud, donc en commençant en 2007. C'était pas un sujet à l'époque. J'étais même, et mon collègue Pierre-Yves Maillard pourra
sans doute s'en rappeler, j'étais traitée de verte. Voilà, j'ai pas pris ça comme une insulte, mais voilà, une PLR verte, ça fait un petit peu bizarre. Mes collègues me regardaient dans mon parti un petit peu bizarrement, parce qu'en 2009, on a mis sur pied, grâce au soutien aussi de mon collègue, une loi pionnière sur l'énergie, qui a fait école à travers toute la Suisse. Ensuite, nous avons libéré 100 millions pour des soutiens à des entreprises et à des privés qui lançaient des projets pour aller dans le sens de l'efficience énergétique, du stockage des énergies renouvelables, puisque ça c'est un gros problème avec les éoliennes, le photovoltaïque et d'autres énergies saisonnières, pour pouvoir les utiliser quand on en a besoin, notamment en hiver, quand il n'y a pas de soleil et la nuit bien entendu. Et nous avons ainsi soutenu des projets, soutenu aussi l'isolation des bâtiments, parce qu'il y a une très grande déperdition d'énergie, et par là même incité par ces 100 millions à plus d'un demi-milliard d'investissements. Donc on a vu que écologie pouvait très bien rimer avec économie. Je ne suis pas tellement pour une centralisation, mais là on aura encore des belles discussions. En 2018, j'ai organisé les premières assises sur le climat en Suisse, dans l'indifférence générale. Aucun journaliste ne s'est déplacé. Ça n'intéressait personne. Climat? Qu'est-ce que toi tu veux faire déjà au niveau cantonal sur le climat? Donc trop petit. 6 mois après, une certaine Greta Thunberg, venue du Grand Nord, a dit « Moi, je ne vais plus à l'école vendredi, il faut faire quelque chose pour le climat. » Toute la presse en a parlé. Je dis « Jacqueline, t'es nulle, t'aurais dû aller faire un sitting devant l'école, mais j'avais plus l'âge. » Donc, ce que j'ai appris, c'est que quand on a raison trop tôt, on n'est pas dans le coup. Mais ça fait rien, on a posé les bases. Qu'est-ce qui a accéléré le tout? Eh ben, c'est une bonne crise. Et parce que dans chaque crise, il y a des opportunités. L'Ukraine, un drame, une invasion, le retour de la guerre en Europe, nous a mis fatalement devant les réalités. On a perdu trop de temps. Ça fait un moment qu'on y travaille, mais il n'y avait pas l'urgence. Et pour que le Suisse bouge, pour que l'être humain bouge, il faut l'urgence. Alors là, tout d'un coup, on s'est rendu compte de la dépendance qu'on a vers l'étranger, envers des pays qui n'ont rien de démocratique. Et ça aussi, ça nous pose un problème. Regardez maintenant avec le Proche-Orient, je pense que ça ne va pas non plus s'améliorer du côté du mazout. Déjà au niveau du gaz et de l'électricité, les prix ont explosé. Alors moi, je pense que c'est bien, non pas qu'il y ait une bonne crise, mais qu'on en tire les enseignements et qu'on accélère tout ce qu'on a déjà mis en route, les énergies renouvelables que nous avons gratuitement, l'hydraulique, le vent, l'éolien, la géothermie, la biomasse, le bois. Bien sûr, il y a toujours des choses qui déplaisent, mais on en a besoin de ce mix. Et continuons la recherche pour qu'avec l'innovation, on arrive à trouver un maximum d'efficience avec un minimum d'impact. Et puis aussi, une chose que les gens n'aiment pas entendre, l'efficience énergétique. Utilisons l'énergie de manière un peu plus responsable, un peu plus durable, avec un peu plus d'économie. Je vois qu'on me fait signe, ça veut dire que je dépasse mon temps. Non? Ouf. Je finirai simplement cette petite part en disant que je pense qu'il nous faut des mesures qui soient acceptables pour la population, qui soient pragmatiques, qui soient réalisables et économiquement supportables. Merci beaucoup. Raphaël Main, vous êtes ici pour les Verts, bien sûr. Vous êtes conseiller national. Vous espérez aller au Conseil des États. Votre collègue Vassilis Venizelos a proposé son plan climat au niveau cantonal. Comment ça va s'articuler dans notre complexité politique suisse, cette vision au niveau du pays, cette vision au niveau des cantons? Quelle technologie? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux que vous parliez de plan climat cantonal parce que c'est la première chose que j'avais envie de dire. On a, avec la loi climat qui a été votée en juin, posé l'objectif. C'est tout de même une bonne chose, mais évidemment maintenant, il faut le dire comme les choses le sont, on va entrer dans le dur. C'est-à-dire que c'est comme si, pour prendre une métaphore de randonnée suisse, c'est comme si on connaît le point où se situe la cabane du club alpin où on va, mais on doit définir l'itinéraire, passer à travers les pierriers, disons faire son dénivelé, on n'y est pas encore. Et c'est là qu'on va entrer dans le dur. Et pour y arriver, la mère de toutes les batailles, c'est-à-dire la première chose qu'on doit faire, c'est organiser les mesures qu'on va prendre, c'est-à-dire organiser la mise en œuvre de toutes ces mesures. Et comment ça va se faire? Par un plan climat fédéral, qu'il faut d'ailleurs appeler plan climat et biodiversité, tant les deux problématiques sont liées.
Pourquoi c'est indispensable? Parce qu'aujourd'hui, la main gauche, à la Confédération, la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où il n'y a aucune coordination de toutes les politiques qui concernent l'environnement, et on est dans une situation assez dramatique tout de même, où on a toute une série de beaux discours, de paroles, mais quand il s'agit de passer aux actes, il y a plus personne, ou il y a quasiment plus personne. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais on peut prendre quelques exemples. La loi climat, la fameuse votée en juin, comporte des objectifs intermédiaires pour atteindre la neutralité carbone en 2050, dont notamment un objectif pour les transports. À peine cet objectif voté, le Parlement, enfin la majorité, évidemment pas le camp auquel j'appartiens, la majorité, sans broncher, se dit que dépenser 5,5 milliards pour des nouvelles autoroutes, pour étendre les autoroutes, donc même pas l'entretien du réseau, c'est une bonne idée. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études de sciences de l'environnement pour comprendre que ça va engendrer des émissions de CO2 supplémentaires. Il y aurait des exemples à l'appel. Donc pour organiser les mesures, il faut coordonner tout ça. Et c'est le seul moyen que l'on aura de pouvoir avoir une vision d'ensemble, de savoir où on se situe dans chaque domaine. Et ce qui m'a toujours frappé dans ces discussions, c'est que les économistes et les majorités en place à Berne savent très bien faire ça pour les ressources économiques. Pourquoi on ne peut pas faire ça pour les ressources écologiques? Pourquoi on ne peut pas se dire on a un budget carbone, on a des objectifs intermédiaires, on travaille sur les transports, sur l'habitat, sur l'industrie, etc. Ça m'amène à faire une deuxième remarque avant de vous repasser la parole. C'est que la bonne nouvelle, et ça permet de faire le lien avec ce que disait M. Moscani tout à l'heure, la bonne nouvelle tout de même, c'est que quand on prend des mesures, ça marche. Les réductions de CO2 dont on parlait il y a un instant, elles ont notamment et en particulier été constatées dans le domaine de l'habitat, où on a pris des mesures pour l'isolation des bâtiments, pour le remplacement des chauffages. Quand on prend des mesures, ça marche. Quand on ne prend pas de mesures, il ne se passe rien. Donc en quelque sorte, c'est un fort incitatif à agir. Et j'aimerais dire à ce sujet que pour ce qui concerne la sobriété, où maintenant, fort heureusement, tout le monde commence à dire qu'il faut pouvoir le faire, je tiens quand même à glisser ici que si on avait écouté les mouvements écologistes il y a de cela 15 ou 20 ans, on aurait pu se préparer. On a passé tellement de temps à se moquer des écologistes, si on avait mis toute cette énergie à se préparer, ça aurait été probablement un peu moins douloureux et on n'aurait pas eu besoin d'une agression russe en Ukraine ou de ce type de séisme pour faire la transition. Mais sur la sobriété, puisque ce mot, qui était littéralement un gros mot il y a encore 10 ou 15 ans, mais qui est maintenant entré dans le langage courant, sur la sobriété, il faut se faire à l'idée, et c'est fondamental, que certaines restrictions, on va les appeler comme ça, ou certains tempéraments aux libertés individuelles amènent un plus de bien-être collectif. Et dans ce sens-là, la sobriété ne doit pas être perçue comme une perte de confort, comme une réduction des libertés individuelles. Il y a toute une série d'exemples dans l'histoire récente. J'aimerais en prendre un dans le domaine de l'environnement et un dans le domaine de la santé publique, et ensuite je conclus. Dans le domaine de la santé publique, on avait vécu au Parlement, c'était d'ailleurs Pierre-Yves Maillard qui était derrière ce gros dossier, l'interdiction de la fumée passive dans les restaurants, dans les wagons, enfin, en l'occurrence c'était les restaurants pour le canton, au tournant des années 2000-2010. À l'époque, on nous avait dit, mais vous vous rendez compte, terrible restriction des libertés, on ne pourra plus tirer sa gauloise dans les restaurants. Qui, maintenant, regrette de pouvoir fumer dans les restaurants? Restriction amène un bien-être collectif supérieur. Et dans le domaine de l'environnement, on a quand même heureusement des succès à notre actif. Un succès dont on parle peu, c'est la couche d'ozone, qui était quand même au tournant des années 90 une immense préoccupation. On avait littéralement peur d'être grillé par le soleil, puisque la couche d'ozone se réduisait comme peau de chagrin. Il y a eu un courage visionnaire de la communauté internationale qui a réussi à interdire les fameux CFC, ces produits qui détruisaient la couche d'ozone. Aujourd'hui, on peut dire que le problème est quasiment réglé. Donc, si on prend des mesures, ça marche, mais ça suppose d'organiser ces mesures, d'organiser la sobriété. Ça demande du courage, de la vision, et c'est là probablement où on se distingue avec ma collègue Céline Weber. On est bien sûr d'accord sur beaucoup de choses, mais c'est que ça suppose des décisions collectives. On ne peut pas s'en remettre simplement à la bonne volonté des entrepreneurs. Poser les conditions cadres, pour reprendre ces termes avec lesquels je suis parfaitement d'accord, ça suppose de prendre des décisions collectives, donc d'agir sur les lois, d'agir sur notre projet de société, et c'est ce qu'il faut évidemment faire d'urgence maintenant. Merci. Isabelle Chaput, vous avez l'étiquette Le Centre. Vous vous présentez au Conseil national. Vous êtes économiste, expert du futur, notamment votre domaine de spécialité, c'est le futur du travail.
Vous voyez quoi dans votre boule de cristal sur ce thème-là, cette fois-ci? Merci beaucoup, bonsoir. Alors, effectivement, moi je suis... Madame Weber? Pardon? J'ai un signe... Non? Oui, je voulais juste demander de pouvoir intervenir après. Ah, pardon, c'était tellement tôt. Pardon, je crois qu'il y avait une urgence. Un feu là-dessous, je sais pas. Pardon. Madame Chappuis, à vous. Non, alors je reviens, bonsoir. Je suis effectivement nouvelle en politique. J'ai fait 17 ans, presque 20 ans à l'Université de Lausanne, donc j'ai aucun fait d'armes politique à exposer ici. Par contre, évidemment, j'ai fait mes devoirs comme il se doit quand il s'agit de la transition énergétique. Donc, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, contacter des experts. J'ai lu des livres, des CEO d'entreprises, en passant les livres de Jean Covici à Roger Nordman, par exemple. Et puis, donc, je vais pas venir avec des chiffres. En fait, ce qui est assez surprenant, c'est que j'en arrive à ne plus avoir aucune conviction. Dieu merci, les convictions sont les pires ennemis de la vérité, comme on le sait, sont pires que les mensonges parfois. Donc, j'apprends. Mais ce qui me frappe, c'est qu'en fait, on est tous d'accord qu'on est en pleine transition. Donc, on est dans une grosse transition numérique, ça je crois qu'on l'a tous vu, tous compris, ça panique pas mal de gens. On est dans la transition écologique, elle est urgente, tout comme la transition énergétique, c'est aussi tout à fait urgent. On a des solutions techniques, mais on le sait depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on parle de panneaux solaires. Moi, ce qui me surprend, dans les discussions que j'ai pu avoir sur le sujet, c'est qu'on a une pénurie de poseurs de panneaux solaires. C'est juste un exemple. En fait, on a une pénurie de talents. On n'a pas du tout anticipé cette vague verte. Pourtant, il y avait le Green New Deal, à l'époque de Jill Sanders, je crois. C'était encore il y a très longtemps. On en parle depuis longtemps. Donc, je suis assez surprise que les entreprises, les électriciens, on va dire, aient dû créer leur propre filière de formation. Parce qu'en fait, c'est clair que quand on parle de transition, que ce soit numérique, énergétique, écologique, on est obligé de parler de transition humaine d'abord. Donc, il suffit pas de faire des analyses technico-économiques, ça on peut en faire, on peut sortir beaucoup de statistiques sur les térawattheures et les nombres de grandes distances qu'il nous faudrait, mais je pense il faut quand même beaucoup intégrer les aspects socio-culturels, comportementaux et les aspects d'éducation. Parce qu'à quoi ça sert de digitaliser ou de vouloir ou d'ambitionner de digitaliser toute une industrie si on n'a aucune compétence de digitalisation? Et pareil, à quoi ça sert d'avoir des stratégies vertes, même si ce sont les bonnes, si on n'a pas encore de citoyens qui ont d'une part conscience de l'importance et d'autre part s'ils n'ont pas développé ces fameuses green skills dont on parle. Donc effectivement là on revient à cette pénurie de poseurs de panneaux solaires par exemple. En gros pour moi on est vraiment arrivé à une sorte de moment Spoutnik. On se fait dépasser par l'accélération des technologies, par les changements environnementaux. On est en guerre contre les machines et contre le dérèglement climatique. Donc, qu'est-ce qu'on fait normalement quand on a un effet Spoutnik? On investit. On investit dans notre première ligne de défense. Et cette première ligne de défense, c'est l'éducation. C'est l'éducation d'une part de la société, pour cette fameuse prise de conscience, pour que tout le monde fasse les bons choix. Et puis, dans l'innovation, donc dans l'éducation générale. Et moi, ce qui me surprend, c'est la décision préliminaire sur le budget 2024, où le Conseil fédéral entend non seulement supprimer la contribution obligatoire au projet de recherche Horizon Europe, mais aussi réduire de 2% le budget. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que je comprends pas du tout, parce que je pense qu'on est à un moment donné où c'est hyper important, pour plus d'efficience, moins d'impact et plus de durabilité, de justement investir. Alors maintenant, si on parle d'énergie, de quoi on parle? Ça, c'est une question que je me suis quand même posée. Est-ce que c'est des térawattheures, des kilowattheures, des kilojoules, des kilocalories? Parce que tout à coup, l'agriculture, ça fait aussi partie des producteurs d'énergie. Est-ce qu'on parle d'énergie ruban? Est-ce qu'on parle d'énergie intermittente? Donc, qui sont les clients finaux? Est-ce que ce soit pour les ménages? Est-ce que c'est pour l'industrie? Puis c'est là ce que je comprends, si vous voulez, c'est que l'industrie, elle a besoin de cette énergie ruban, cette énergie donc qui tourne en continu, qui nous est offerte principalement évidemment par l'hydraulique ou le nucléaire. Alors évidemment, on sait que les glaciers fondent. Donc, est-ce que l'hydraulique va rester à terme aussi performant? Enfin, je veux dire, là, il y a aussi des questions à se poser. Le nucléaire, on a décidé d'en sortir, très bien. Moi, je suis du même avis que ma voisine, le rester le plus longtemps possible avec ce qu'on a, c'est comme garder une vieille voiture, des fois c'est quand même durable en fait, plutôt que de changer pour du nouveau.
Et puis pour ce qui est de l'intermittent, évidemment, il y a les panneaux photovoltaïques, l'éolien, etc. Je pense qu'on est tous d'accord pour le fameux bon mix énergétique. Mais j'aimerais quand même parler de la sobriété. Après, je m'arrête. La sobriété, je pense qu'on n'est pas tous égaux face à la sobriété. Pour certains, ça peut être une sobriété choisie, ça peut être presque un luxe d'avoir moins. Hein. Et puis pour d'autres, la sobriété, ce sera plutôt de l'austérité, voire de la pauvreté. Donc, pour moi, ce qu'il faut, c'est effectivement aller beaucoup plus vers de la sobriété choisie. Donc, ne pas imposer, là je reviens aussi plus par mes collègues de gauche mais droite, de ne pas imposer cette sobriété, bien que je comprenne aussi que certaines fois, il faut qu'on explique mieux aux gens, mais donc je reviens toujours à mon sujet, qui est évidemment mon sujet de prédilection, qui est l'éducation. Il faut commencer par là et on va finir par là en fait. Merci beaucoup. Céline Weber, rapidement, et après on va prendre des questions du public. Oui, je voulais juste rebondir par rapport à la sobriété, parce qu'effectivement, c'est un terme qui est souvent mis un petit peu en parallèle avec une certaine décroissance, mais quand même, sans aller jusque-là, il y a un rapport de l'Office fédéral d'énergie qui est sorti l'année passée et qui démontrait qu'en Suisse, on pouvait économiser, ou disons, on gaspillait à peu près 40% de notre électricité. Alors, pour avoir lu le rapport, je vous concède qu'il y a certaines hypothèses où, oui, effectivement, on peut gratter jusqu'au dernier kilowattheure, mais ça va être sacrément compliqué de le faire rapidement. Mais en tout cas, 20% de l'électricité gaspillée, ça paraît énorme à un moment où on parle de pénurie d'électricité. Et ça, on dit toujours le kilowattheure le moins cher, celui qui pollue moins, c'est celui dont on n'a pas besoin. Et ça c'est pour ça aussi que ça figure dans le programme des Verts libéraux en matière de politique énergétique. La première chose, c'est efficacité et arrêtons de gaspiller. Je vous donne un autre exemple. En Suisse, on gaspille 30% de notre nourriture. C'est chaque troisième boulanger, agriculteur, boucher qui travaille pour rien. Je vous laisse pas calculer toute l'énergie que ces gens utilisent pour finalement quelque chose qui va aller à la poubelle. Donc, même sans aller jusqu'à des formes extrêmes de sobriété ou comme si on arrêtait déjà un petit peu de gaspiller, on serait déjà pas mal. Merci. Augustin Franière, quelles sont les questions du public ? Alors oui, nous avons reçu un assez grand nombre de questions, donc on va pas pouvoir répondre à toutes. Donc je vais essayer de les synthétiser. Je vais me concentrer sur celles qui concernent en premier lieu le climat et l'énergie, vu qu'on va parler dans une deuxième partie du débat plutôt de protection de la nature et de la biodiversité. Donc il y a une première catégorie de questions, je dirais proprement économiques, notamment comment est-ce qu'on va financer cette transition et toutes les mesures ambitieuses nécessaires pour y arriver. Est-ce qu'une forme de décroissance économique va être nécessaire, voire désirable ou non, pour réaliser cette transition et atteindre ces objectifs de réduction finalement des flux de matière et d'énergie? Ce sont les questions proprement économiques. Il y a des questions plutôt de type politique et qui touchent à notre système démocratique. Alors, pour mettre en place des mesures ambitieuses, eh bien, il va falloir se mettre d'accord, il va falloir trouver des majorités. Dans un système de concordance comme le nôtre, il va falloir se focaliser sur le plus petit dénominateur commun. Comment faire quand on voit les différentes les divisions, les divergences de vision entre les différents partis? Une autre question plutôt sur la démocratie dit voilà, il nous faut une démocratie forte. Les taux de participation lors des votations restent assez bas, de l'ordre de 50%. Est-ce que c'est un problème? Comment faire pour faire mieux? Et puis enfin, une question d'ordre plutôt géopolitique. On a parlé de dépendance à l'uranium russe, par exemple, pour le nucléaire. Mais les énergies renouvelables ne nous mettraient-elles pas dans une forme de dépendance à la Chine via les matières premières également? Beaucoup de questions. Et là, Mona Chevalet, sur la décroissance peut-être, j'imagine que c'est vous qui êtes la plus porteuse de cette idée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous proposé dans ce domaine? Merci beaucoup. Je me permets déjà de venir depuis le départ parce que je trouve cette question intéressante. Comment financer la transition? Je l'ai dit, mais je pense que c'est important de le redire. Maintenant, on investit massivement dans les énergies fossiles, donc l'argent est là. Ensuite, le Conseil national décide aussi d'investir des milliards dans la construction de nouvelles autoroutes. Donc à nouveau, l'argent est là. Cependant, il faut le réorienter pour investir dans les énergies fossiles. Ensuite, la décroissance. On parle de quoi? Décroître quoi? Si on dit qu'il faut décroître
les activités néfastes pour l'environnement et la biodiversité, bien évidemment. Par contre, il faut investir massivement dans les services publics, il faut investir dans les transports pour permettre à la population d'avoir d'autres déplacements, donc d'avoir des transports publics accessibles et pouvoir sortir de la mobilité individuelle. Il faut investir dans la santé, il faut investir dans les énergies, et puis ça, il faut cette croissance des investissements, mais il faut absolument décroître les activités néfastes. Et puis un point que je trouvais extrêmement important, où l'UDC a tendance à vouloir opposer la question du climat et la question du pouvoir d'achat. Pourtant, si on effectue cette transition écologique et énergétique, la population va y gagner. Parce que si on investit massivement dans l'assainissement des bâtiments, ça veut dire qu'on va payer moins cher pour se chauffer. Et puis se chauffer, c'est un bien commun. Puis, si on investit massivement dans les transports publics, on va aussi enlever cette dépendance accrue de la population qu'il y a aux énergies fossiles. On parle de contraintes, mais c'est, selon moi, ne pas souhaiter, ne pas vouloir assumer qu'il faut sortir des énergies fossiles qui va mettre la population dans une contrainte, parce qu'on ne va pas lui donner une opportunité de pouvoir se déplacer autrement, puis on va la laisser dépendante des énergies fossiles qui sont dans un marché globalisé avec des entreprises qui créent la crise et qui profitent de cette crise. Donc je pense que la solution, elle vient justement par les services publics, et puis décider ensemble démocratiquement qu'est-ce qu'on produit, pour qui et pourquoi. Moi je pense que l'énergie, on doit la produire avant tout pour répondre aux besoins de la population, c'est-à-dire la santé, se transporter, se nourrir. Pour moi l'énergie, on ne doit pas la gaspiller dans des jets privés, ni dans des vols courriers Zurich-Genève, on ne doit pas la gaspiller dans de la publicité alimentée par les énergies, et il y a des choix collectifs qui doivent être faits. Et pour moi, on doit privilégier les besoins de la population. Et je pense que c'est en assumant qu'il faut sortir des énergies fossiles, en réorientant les investissements vers les énergies renouvelables, qu'on va pouvoir augmenter le pouvoir d'achat de la population. Et puis je souhaite quand même revenir sur les énormités qu'on peut entendre parfois du côté de l'UDC, parce qu'on est dans une salle où c'est écrit science, et puis je pense que c'est important de rester sous le cadre de la science. Voilà, on aime à dire que les émissions de CO2 suisses ont baissé depuis 1990, mais pourquoi? C'est parce qu'on a externalisé notre production, qu'on a externalisé nos industries, justement, typiquement dans des pays d'Asie, où voilà, il faudrait apparemment investir pour voilà, mais pourquoi en fait ces pays d'Asie polluent plus? C'est pas la population qui pollue plus, c'est parce qu'il y a les industries qui produisent pour les pays du Nord. Donc là aussi, il faut être très ferme sur que on doit agir sur la question de la production, de la consommation, et pour moi, on ne peut pas entendre des énormités. Et à nouveau sur la démographie, je pense que c'est aussi avoir mal compris la situation que de dire il faudrait simplement limiter l'augmentation de la population. Déjà, c'est une mesure xénophobe, parce que effectivement, si c'était une Suisse à 10 millions, avec 10 millions de Suisses, parce que miraculeusement les familles suisses faisaient beaucoup d'enfants, je suis sûre que ça poserait aucun problème à l'UDC. Donc c'est absolument hypocrite de leur part d'amener ça comme une solution au changement climatique quand ça n'en est pas. Et ensuite, il faut bien comprendre que plus on est riche sur cette planète, plus on pollue. Les 1% les plus riches de la planète polluent 2 fois plus que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et c'est une injustice totale qu'on doit absolument, à laquelle on doit absolument faire face. Et c'est pour ça qu'il faut revenir sur les besoins de la population. Et puis c'est évident qu'il faut garantir nos conditions de vie. Mais pour ça, il faut les garantir dans les limites planétaires. Sinon, on va vraiment dans un mur. Merci beaucoup. Il y avait d'excellentes questions. Financement, décroissance, système politique adapté ou pas, dépendance à l'étranger. Quelqu'un, Raphaël Mahin? Vous n'allez peut-être pas répondre à tout, mais choisissez. Ah, pourtant, c'est tentant de répondre à tout. J'ai de la peine à me retenir, mais j'essaierai d'être bref. Financement, évidemment, qu'il y a un enjeu gigantesque de financement de la transition. L'époque des pionniers dont on parlait tout à l'heure, les barrages et l'hydroélectrique, on estime que les investissements qui ont été faits étaient de l'ordre de 4% du PIB. Aujourd'hui, par une initiative populaire, les Verts et le Parti socialiste demandent de consacrer 1% du PIB à des investissements, l'idée étant qu'on ait ensuite un appel d'air et que 1% complémentaire soit financé par des privés, ce qui nous amènerait à 2% d'investissement. On doit le faire, c'est une nécessité, et même économiquement, ça devient une évidence parce que les coûts de l'inaction seront exorbitants. On estime qu'en 2050, si on ne prend pas les mesures adéquates, le dérèglement climatique en Suisse coûtera environ 10 milliards par année.
De quoi on parle? On parle des catastrophes, on parle de tout ce qui, évidemment, change sous nos yeux, ne serait-ce d'ailleurs que les impacts sur la santé humaine. On estime qu'un épisode de canicule sous nos latitudes, c'est 1 millier de décès supplémentaires. Donc ces coûts-là de l'inaction deviennent exorbitants, et ne serait-ce que dans une pure logique économique, on doit financer la transition. Il y aurait beaucoup à en dire, mais je crois avoir dit l'essentiel. Deuxième point, décroissance. Je me reconnais dans ce qu'a dit Elamona Chevalet. Le terme de décroissance, il est mauvais parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Et faire décroître toute une série de bonnes choses, c'est tout aussi stupide que faire croître des mauvaises choses. Donc il faut changer de champ lexical, mais le constat qui est fait par la pensée décroissante, qui maintenant s'appelle plutôt sobriété, ce constat, il est correct, dans le sens où appeler croissance un système dans lequel on détruit son capital, si on veut parler comme les économistes, c'est absurde. C'est-à-dire qu'on vit dans un système, dans une maison, où on est content de vivre dans la maison, mais on détruit les murs petit à petit, à petit feu, et puis on est content du profit à court terme, mais on va se retrouver un jour bec dans l'eau avec une maison qui n'existe plus. Donc le constat est correct, il faut plutôt parler de sobriété, et une des mesures à prendre, justement dans le cadre d'un plan climat, ce serait de changer ou d'adapter les indicateurs de croissance, c'est-à-dire que ce fameux PIB est un indicateur qui est tout simplement mauvais. Parce que le PIB croît quand il y a la guerre, quand il y a plus d'accidents, quand l'industrie de l'armement fonctionne mieux, etc. Donc il faut un indicateur qui soit beaucoup plus composite et qui reflète le bien-être de la société. Troisième question politique. Bon, j'ai 2 heures encore. Hein, non, à peu près. Non, mais je serai très bref pour dire que c'est vrai que le système démocratique, et notamment le système parlementaire, a pour défaut majeur de favoriser inéluctablement la défense des intérêts individuels. C'est-à-dire qu'on a au Parlement toute une série de lobbyistes dans le domaine de la santé, mais évidemment aussi dans le domaine des énergies renouvelables. Et ça, c'est intrinsèquement lié au fonctionnement de la démocratie. Les cercles d'intérêts auront tendance à élire des personnes qui représentent leurs intérêts. Maintenant, moi, je suis convaincu que le système suisse présente des correctifs intéressants, et notamment pour l'écologie, par les initiatives populaires et la démocratie directe. Dans l'histoire de l'écologie suisse, on a toute une série de succès qui sont à mettre au crédit d'initiatives populaires. Ça remonte aux années 80, Rotenturm, la protection des marais, et tout récemment, la fameuse loi climat n'aurait jamais été possible dans le Parlement actuel si on n'avait pas eu l'initiative sur les glaciers derrière. Donc ça a fonctionné comme un déclencheur qui a ensuite permis la réforme. Et puis, dernier point, parce que c'est aussi une question importante qui revient souvent, on parle de dépendance au nucléaire pour l'uranium, et on l'oppose à la dépendance à la Chine pour les panneaux solaires, mais il y a une différence fondamentale, c'est que la dépendance à la production de panneaux de Chine ne se manifeste qu'une seule fois, au début, lorsqu'on achète le panneau, puis ensuite on produit pendant 30 ans. Alors que l'uranium, c'est en permanence qu'il faut avoir du combustible. Donc le modèle est totalement différent. Cela étant dit, cette dépendance qui est unique est beaucoup moins grave que pour le nucléaire, mais il faut quand même y réfléchir. Et je suis alors totalement partisan d'un plan de réindustrialisation de la Suisse qui permette de produire ce type de technologie. Mais là aussi, on est dans des décisions éminemment politiques. Et au-delà des beaux discours, la majorité du Parlement a refusé de prévoir l'installation sur tous les toits du pays de panneaux solaires tout récemment. Donc, très bien, les beaux discours, même si c'est un peu tarte à la crème parfois, mais il faut simplement passer de la parole aux actes pour ça aussi. Madame de Quattro et Monsieur Moschini ensuite. Entier. Pour le financement, j'ai envie de dire, c'est des investissements rentables. Si vous isolez votre maison, évidemment, vous mettez d'abord une somme dans l'isolation, mais après, vous avez besoin de chauffer moins. C'est rentable. Vous mettez des panneaux photovoltaïques sur le toit, ça vous coûte quelque chose, de l'acheter, de l'installer, oui. Et après, ça produit de l'électricité. Et ça coûte nettement moins cher que ce que vous allez importer. Donc ça, c'est la première chose. Que ceux qui disent que le changement coûte, oui, ça coûte au début, comme tout changement. Et après, ça rapporte. Non seulement c'est bon pour le climat, mais c'est même bon pour le porte-monnaie. Donc ceux qui ont de la peine avec ça, je pense qu'on peut les rassurer. Moi, je pense que les initiatives, c'est bien. Trop d'initiatives, ça devient un peu compliqué. Et puis pour calmer un tout petit peu l'enthousiasme de mon collègue, on a eu beaucoup de retards qui ont été pris dans les énergies renouvelables à cause des recours. Des recours et des recours. Nous avons été avec monsieur le prix Nobel Dubochet avant-hier
inaugurer le premier parc éolien du canton de Vaud, 25 ans de procédure. 25 ans d'opposition, alors que le village avait décidé d'accepter des éoliennes, mais les oppositions sont venues de l'autre côté de la Suisse. Rehausser le barrage du Grimsel qui permet de doubler sa capacité, c'est toujours pas fait à cause des oppositions. Des oppositions qu'on peut comprendre, parce qu'à chaque fois, il y a un équilibre à trouver, un sacrifice à faire. Oui, il y a peut-être des fleurs qui vont pas pousser ici, mais on sait que la nature va compenser un oiseau qui va peut-être devoir faire son nid ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est des pesées d'intérêt que les tribunaux doivent faire. Il y a des endroits où on peut installer des énergies renouvelables et d'autres endroits qui ne s'y prêtent pas. Et ça, on doit y penser depuis le début de la planification. Je pense qu'au début, dans cette énergie, comme dans d'autres, c'est un petit peu le Far West. Là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a des bénéfices à faire. Là, il y a des investissements à faire. Et c'était des mauvais exemples. Et là-dessus, il y a eu des blocages considérables. Donc, je suis d'accord avec mon collègue Maïm. Il faut qu'on soit dans ces domaines-là, qui dépassent très largement les frontières partisanes, capables de trouver une espèce de paix des braves. De dire, on a une échéance, à une urgence qui nous concerne tous, toutes les générations, tous les partis, on ne peut pas s'arc-bouter sur nos visions partisanes, on a nos valeurs, on a notre différente façon de voir la société, c'est bien, puisqu'on représente l'ensemble de la population, c'est notre rôle, mais là, on est obligé de trouver rapidement des solutions. On a trouvé au niveau du Parlement, et je m'en réjouis, la dernière session, un accord sur l'énergie. On a décidé d'accélérer les procédures, justement face à ces constats d'échec qu'on a fait et d'aller de l'avant. Maintenant, j'espère que dans la pratique, ça marche aussi, parce que déjà, un nouveau référendum est annoncé. Et ça me fait souci. Chaque fois qu'on arrive à trouver un accord, et je peux vous dire que c'est un travail de tous les jours au Parlement, de mettre d'accord depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, les représentants des cantons et les représentants du peuple. Et quand on y arrive, à peine on y arrive, le premier référendum est annoncé. Oui. Mais une microseconde alors. Je suis navré, oui, ce sera très court, parce que l'œcuménisme qui se dégage de cette belle rangée, c'est la salle, je me permets de le piquer un tout petit peu en posant une question à Jacqueline de Quattro. Pourquoi, par exemple, votre groupe n'a pas voté l'obligation de pose de panneaux solaires sur les toits du pays? Parce que de nouveau, c'est bien sympathique de parler du travail conjoint de tous les partis à Berne, mais il se trouve qu'il y a une majorité qui dicte sa loi à une minorité et que sur certaines mesures comme celle-ci, on aurait peut-être souhaité un peu plus d'ouverture de votre part. Voilà, je me permets de... Oui. Madame de Quattro, oui, très vite. Je réponds en 3 secondes que c'est moi qui ai déposé l'amendement pour que ce soit même obligatoire lors des rénovations. Donc là... Voilà, bravo. Je te renvoie la balle. Il faut vraiment que M. Mosconi puisse parler. Pardon, Madame Weber. Désolé d'interrompre ce ping-pong. Vous avez un match de tennis avec Madame Elamona Chevalier. Oui, j'ai essayé de tout noter, mais beaucoup. Je suis rhabillé pour l'hiver, là. Écoutez, je voulais juste vous rappeler une votation, c'est la loi sur le CO2, donc elle n'a pas passé devant le peuple. Donc c'est vrai que quelque part, il faut quand même se rendre compte que la majorité des Suisses n'est pas d'accord avec votre vision. Dont acte, vous pouvez crier haut et fort et dire que c'est pas juste. La démocratie est telle qu'il faut respecter ce qu'elle décide. Deuxièmement, je me réjouis de ce débat parce que je viens d'apprendre que le Parti socialiste et l'extrême gauche veulent un pays souverain, avec une souveraineté. C'est un thème que l'UDC défend depuis longtemps. Et je viens de me rendre compte que nous sommes maintenant rejoints par le PS et l'extrême gauche. J'aimerais aussi vous demander, vous poser la question. Tout le monde parle de l'État, l'État. C'est qui l'État? Qui finance l'État? C'est magique? Ça, j'adore quand on me dit c'est l'État, monopole d'État. Qui va payer? C'est l'État. C'est cool. C'est qui l'État? L'État, c'est vous, c'est moi. Et quand on me dit l'État va payer, puis en même temps on veut une décroissance, j'aimerais bien savoir par quelle magie l'État va avoir de l'argent. Ça, j'aimerais vraiment comprendre. Alors, si vous trouvez une solution à ça, franchement, je change de parti. Moi, j'ai jamais vu un État qui prospère sans avoir des gens qui sont riches et qui payent des impôts. Jamais. Ça n'existe pas. C'est juste mathématique. Ma foi, les chiffres sont têtus, c'est ainsi. Je veux revenir sur un aspect où on me dit il n'y a pas eu de décroissance au niveau de la production d'équivalent CO2 au niveau des Suisses.
C'est vrai et c'est faux en même temps. C'est vrai, il y a une décroissance des émissions directes. Alors j'ai retrouvé les chiffres, je cherchais pendant que Madame parlait. Donc on était en 1990 à 6,45 tonnes par habitant et en 2019 on est à 4,36. Faites les maths, ça fait moins 30%. Mais effectivement, 75% des émissions sont faites à l'étranger. Effectivement, il y a une mondialisation qui permet aussi une augmentation du niveau de vie un petit peu partout dans le monde. C'est pour ça que moi je propose qu'effectivement une partie de l'aide que nous fournissons, nous Suisses, au développement, soit redirigée vers des projets qui permettent d'économiser, en fait, de capter du CO2 ou d'économiser l'émission de CO2, ce qui permettrait d'avoir une approche gagnant-gagnant. Finalement, pour revenir sur le nucléaire, alors je sais que le nucléaire n'a pas de très bonne presse. Sachez qu'en fait, quand on me dit que le nucléaire, il y a un problème de dépendance à la Russie, c'est pas tout à fait vrai. Effectivement, la Russie est un des fournisseurs, mais la grosse différence par rapport au pétrole, c'est que vous pouvez stocker, en fait, de la matière première et que la puissance par centimètre cube est énorme par rapport à ce qu'il y a dans notre pétrole. Donc, vous pouvez avoir des cycles de production et de logistique qui sont beaucoup plus résilients. Et il y a des nouvelles technologies qui arrivent, des technologies suisses, peut-être vous l'avez vu, donc des réacteurs au thorium qui permettent de produire de l'énergie, voire même de détruire des déchets tout en produisant de l'énergie. Donc, moi, je suis un optimiste. Je crois qu'il y a de l'innovation qui va arriver, que ce soit dans le nucléaire, mais également peut-être dans les énergies renouvelables. Et je crois vraiment que la logique de tout à l'État, c'est une logique délétère. D'autres pays ont essayé de le faire, ça n'a pas bien marché. Il faut effectivement que l'État soit là, donne des conditions cadres, mais un partenariat public-privé, c'est ce qui peut très bien marcher, par exemple dans la logique de l'isolation des bâtiments. Je crois que si on pouvait donner des incitatives fiscales à des propriétaires pour qu'ils puissent isoler, parce qu'aujourd'hui, pourquoi les gens n'isolent pas? Parce que par rapport aux gains qu'ils ont en termes d'économie, ça ne vaut pas la peine. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, si on pouvait faire des incitatifs fiscales pour que ces gens puissent avoir un intérêt à investir dans une logique de marché, on pourrait avoir plus de mouvements dans cette direction-là. Et finalement aussi, je crois qu'il faut faire confiance à l'économie privée pour amener des solutions à cette problématique de la transition énergétique. Donc je crois qu'effectivement, l'État doit jouer son rôle, mais gardons notre société basée sur la liberté entrepreneuriale et la liberté individuelle. Monsieur Pierre-Yves Maillard, vous aviez envie de réagir et au propos de Madame de Quattro, je crois, et au propos de Monsieur Moschini. Bon, sur le mot État, moi j'ai parlé de monopole. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un instrument de planification. Ça permet de dire à quelqu'un qui investit un gros paquet d'argent, ce que vous investissez sera rentabilisé. On pourrait trouver un autre concept, ce serait par exemple la notion de sécurité de l'investissement. Quand vous avez de tels investissements lourds, vous devez donner une sécurité à l'investisseur, qu'il soit public ou privé. Et la notion de monopole, c'est de lui dire, vous allez investir et vous aurez une clientèle garantie le temps de la durée de l'amortissement de l'investissement. M. Moschini disait, je ne connais pas un État qui a réussi à faire ça, je lui en indique un, c'est la Suisse. La Suisse elle-même a développé, selon cette logique-là, le réseau électrique, la production électrique, le téléphone, les chemins de fer, les autoroutes. Voilà. Ça marche. Des fois, on a l'impression qu'il faut juste redire quelques évidences. Parce que l'idéologie, malheureusement, aveugle sur les évidences. Nous sommes dans un régime de monopole, par exemple, pour les autoroutes. Et ça marche plutôt bien. Et si on commençait à dire qu'il faut maintenant mettre les autoroutes en concurrence, on trouverait ça un peu débile. N'est-ce pas? Donc, il y a des secteurs de l'activité, ça s'appelle des monopoles naturels, où c'est intelligent et où la Suisse, UDC, PLR, PLR n'existait pas, mais radicaux, PDC, ont développé, ont modernisé notre pays selon ce principe. Et aujourd'hui, si on veut que des investisseurs éoliens, solaires, hydrauliques mettent les capitaux colossaux qu'il faut pour faire cette transition, il faut leur apporter cette sécurité de l'investissement. Il y a d'autres méthodes, on pourrait parler du rachat au prix coûtant, c'est une autre manière de faire, mais ça revient au même. Je rappelle qu'aujourd'hui, avec la logique de marché, les grands projets d'éolien maritime qui ont été décidés aux États-Unis dans le grand projet Biden, ou bien qui sont décidés en Europe, sont en train de tous se casser la figure, parce qu'avec l'inflation et la hausse des prix, eh bien, ces projets qui étaient devisés à un certain montant, tout à coup prennent 20-30% de surcoût. Et puis, par ailleurs, il y a un effondrement des prix, parce que là, on commence à entrer en récession. Et donc, les gros investisseurs privés, qui attendaient des rendements, sont en train de se désengager.
Et la catastrophe annoncée, c'est que ces grands projets dont on attendait beaucoup, à cause des logiques de marché et de profit, ne vont pas se faire. Tandis que si l'État américain ou l'Union européenne avait dit « écoutez, investissez, payez le prix que ça coûte, et ensuite on vous garantit que cette production sera utilisée parce qu'on vous stabilise et on vous garantit les prix », eh ben on aurait une chance que ces investissements se fassent. Et pourquoi un monopole public? Parce que quand on dit un monopole, en principe, un monopole privé, c'est pas tellement recommandable, hein, parce que si on dit à un privé, ben voilà, c'est vous qui avez ce secteur, puis vous fixez les prix que vous voulez, la logique d'un monopole public, c'est que les prix sont régulés, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à un contrôle démocratique. Voilà, mais c'est pas de l'idéologie, c'est simplement décrire un mécanisme d'investissement que la Suisse a pratiqué, cette bonne Suisse, hein, sur laquelle dont on chérit le caractère démocratique, c'est ce qu'elle a fait. Donc c'est ça que je voulais préciser. J'ajoute une deuxième chose. Je suis d'accord avec Madame De Quattro. Nous devrions aussi aborder la question de la lenteur des procédures. Ça, ce que je viens de décrire ici ne marche aussi que si on fait une vraie planification avec un vrai choix démocratique. Je pense qu'on devrait dire, il y a maintenant une urgence, voilà où on va mettre des éoliennes, voilà où on va mettre des panneaux solaires, on fait un grand débat national ou cantonal, et on décide qu'une fois que ce débat a eu lieu, on fait un référendum, et puis une fois que le référendum a été fait, on respecte la décision majoritaire. Et c'est vrai que le match qui se joue maintenant, où chaque fois que quelqu'un perd une votation, eh bien, il rejoue le match en utilisant toutes les procédures pour retarder au maximum l'investissement, ça marche, c'est pas possible. On va pas s'en sortir comme ça. Alors, il faut les arbitrages entre tous les différents intérêts, mais il faut qu'on ait le courage maintenant de planifier. On l'a fait d'une certaine manière au national, justement, sur quelques investissements où on a dit, bah, ici, on accélère les procédures, mais c'était sur des projets identifiés et négociés avec les associations de défense de l'environnement. Et il ne faut pas exagérer dans ces choix-là, mais ça, je crois que ça, c'est un appel vraiment au consensus de toutes les forces, parce que si on prend au sérieux cet objectif, bah, c'est des choses qu'on devra faire. Vous avez déjà parlé, désolé, Madame Chapuis, vous vouliez vite ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Je disais ça à Madame Bébert. Oui. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un manque d'action, en fait. Il y a beaucoup de discussions, il n'y a pas d'action. Et puis, on sait que l'action humaine, elle a deux moteurs. Elle a l'intérêt et l'espoir. Alors, par rapport à l'intérêt, je crois que maintenant, en termes de climat, on a à peu près toutes les sources possibles. On a compris que the house is on fire, qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Au niveau de l'espoir, quand il y a des conférences qui s'appellent 2050 The Last Generation, accessoirement excellente conférence, cela dit, le titre quand même fait peur. Il y a beaucoup de jeunes qui sont éco-anxieux et qui pensent effectivement qu'ils sont de la dernière génération. Donc ça donne, il manque un des deux moteurs de l'action humaine. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est parler d'espoir. J'entends, on estime qu'en 2050, maintenant, en 1898, on a estimé qu'en 1950, Londres serait ensevelie sous 3 mètres de crottin. Donc à l'époque, il n'y avait que des chevaux. C'était devenu, à la fin pas du siècle dernier, mais celui d'avant, c'était vraiment pénible. On ne savait plus quoi faire avec ce crottin. C'était un problème de santé publique, c'était un problème de croissance. Et puis, il y a eu des grands débats, on ne trouvait pas de solution, sauf qu'évidemment, quand on est dans le futur, on se rend compte qu'il y a eu des solutions. Alors, c'était peut-être des mauvaises solutions, parce qu'on se retrouve avec le même problème 200 ans plus tard, presque. Mais la technologie est arrivée. On a eu, en lieu et place de chevaux, des moteurs à combustion. Maintenant, on a un problème avec les moteurs à combustion, il va falloir trouver autre chose. À l'époque, on peut mettre des chevaux, ouais. À l'époque, les gens ne savaient pas comment trouver ces solutions, comment ils étaient désespérés. Il y avait cette notion de désespoir à la fin de 1890 et quelques. Pourtant, ils auraient dû le savoir, il y avait déjà des signaux faibles à ce moment-là, même si les grands urbanistes de l'époque ne le voyaient pas. On parlait déjà de la voiture en 1890. Aujourd'hui, si on regarde certains signaux faibles, c'est là que le côté 2050 arrive, on suit l'argent. Je pense que si on suit l'argent, souvent, on voit ce qui est en train de se passer. Actuellement, et ça, on va revenir au nucléaire. Le nucléaire de type classique, on va dire, c'est effectivement une réponse du XXe siècle à
une problématique du 21e siècle, donc il faut qu'on passe à quelque chose d'autre, dans le renouvelable, dans le propre. Actuellement, il y a des milliards qui sont investis dans la fusion nucléaire. Alors, j'ai discuté effectivement avec tous les experts du domaine. Maintenant, on est bien placé en tant que Suisse dans cette nouvelle technologie. C'est une technologie parmi tant. On parle de mix énergétique, je pense que ce serait stupide de ne pas y penser. La Suisse est bien placée par rapport à cet événement-là, et puis elle doit être ambitieuse. Ça, c'est l'autre chose. Maintenant, on va me dire, mais oui, mais ça fait 50 ans qu'on me dit que ça fait 50 ans que ça arrivera. Effectivement, ça fait aussi 50 ans qu'on dit que l'intelligence artificielle aura un impact. Tout le monde a attendu jusqu'à 2022. On a tendance à surestimer la technologie ou l'impact de la technologie sur le court terme, on la sous-estime souvent sur le long terme. Donc moi, ma question que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est prêt à 2050? Parce que la transition, on va la faire avec du renouvelable, avec des panneaux solaires, avec du photovoltaïque, des éoliens. C'est là-dessus qu'on va miser. Mais maintenant, on sait qu'avec le photovoltaïque ou avec la fusion, si tant est qu'on ait de la fusion, on aura de l'énergie relativement propre et relativement bon marché, voire limite gratuite. Hein, c'est ce vers quoi on tend. Mais est-ce qu'on est prêt à gérer de l'énergie propre en quantité inédite? Hein? Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire que l'abondance d'énergie? Notre société est habituée à faire de l'optimisation sous contrôle. C'est ce qu'on apprend à l'université, à HEC Lausanne. Optimisation sous contrôle, on sait gérer la pénurie et le manque. Mais comment est-ce qu'on va faire quand on va devoir réellement gérer une abondance énergétique sans exploiter encore plus notre terre? Parce que quand on en aura beaucoup et qu'elle ne coûtera rien, on aura vite tendance, parce qu'il y a des limites planétaires qu'il ne faut pas dépasser. Donc, la question, c'est comment on va faire pour redistribuer équitablement cette énergie et potentiellement réformer nos écoles sous comment gérer l'abondance. Voilà. Merci. Augustin Franier, est-ce qu'il y a des questions du public? Oui, alors plusieurs questions qui, en substance, vont dans la même direction, c'est-à-dire on parle beaucoup de transition énergétique, de nouvelles technologies, d'énergie renouvelable, etc. Est-ce que la protection finalement de la nature, des écosystèmes, de la biodiversité n'est pas le parent pauvre de cette transition, de cette planification énergétique? Donc, quelles conditions cadres mettre en place pour s'assurer que cette transition se fasse dans le respect de la nature et de la biodiversité? Les énergies renouvelables, si elles sont mal mises en œuvre, peuvent aussi générer des dégâts. Comment hâter une transition aussi alimentaire et agricole, afin qu'une majorité de la population puisse bénéficier d'une alimentation bio, locale et de qualité. Et puis également, à l'échelle supranationale, finalement, comment intégrer ces aspects-là de la protection de la biodiversité, de la nature, dans la transition, avec nos partenaires et nos voisins, la politique européenne notamment. Céline Weber, c'est pour vous. Oui, j'aimerais quand même juste revenir sur une question. Pas trop, parce qu'on ne va pas du tout parler de biodiversité, sinon. Je ne vais pas pu m'exprimer sur les questions de tout à l'heure. Non, mais tout le monde a parlé deux fois. Donc, s'il vous plaît, parlez de biodiversité, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Oui, mais juste quand même, quand on dit on vous a déjà dit que des fois, on pouvait changer, peut-être, le changement. Non, biodiversité, sérieusement. Biodiversité, qu'est-ce qu'on fait? On protège plus? Quelle est la perspective? C'est très important. En fait, la biodiversité, c'est vraiment le parent pauvre. Parce que quand on ouvre la fenêtre, il fait beau, la montagne est magnifique, le lac encore plus. Et du coup, c'est vrai qu'en Suisse, on a l'impression qu'il n'y a pas un problème de biodiversité. Mais il y a un énorme problème de biodiversité. Par rapport aux rénovations, c'est pas vrai que les gens rénovent pas parce qu'ils y voient pas leur confort. Ils rénovent pas parce que pour l'instant, ils ont pas les sous pour faire l'investissement initial. Et c'est pour ça qu'à ce niveau-là, il y a des idées. Moi, je travaille dans le domaine avec des prêts à taux zéro pour permettre aux gens de faire l'investissement pour isoler. Mais c'est pas vrai de dire que les gens n'innovent pas parce qu'ils n'ont pas envie de confort. D'ailleurs, ils ont largement accepté la loi climat. Ça veut tout dire. Pour la biodiversité, effectivement, on croit toujours que c'est un petit peu le parent pauvre de l'énergie. Moi, ce qui me frustre un petit peu, ça a été dit, on vient de mettre sous toit la révision de la loi sur l'énergie pour un approvisionnement en énergie sûre à base d'énergie renouvelable. Et on parle toujours des méchants lobbies, mais il y a aussi des gentils lobbies, selon de quel côté on se place. Cette loi, on l'a aussi beaucoup discuté avec les organisations telles que WWF, telles que ProNatura, parce que justement, on voulait éviter qu'il y ait un référendum qui vienne par ces biais-là. Donc, on a fait très attention, et à juste titre, je ne dis pas que c'est faux, on a fait à juste titre attention à la biodiversité.
Malheureusement, comme on l'a entendu il y a 2-3 jours, il se trouve qu'il y a quand même quelqu'un qui a réussi à être plus, entre guillemets, extrémiste que toutes ces organisations et qui a trouvé qu'on n'avait pas assez tenu compte de la biodiversité et qui va faire un référendum sur cette loi. Pourtant, je peux vous dire que ça a été presque un accouchement au forceps, mais maintenant, voilà, on va avoir un référendum et je trouve que c'est très malheureux parce que la biodiversité, nous, ce qu'on dit toujours chez les Verts libéraux, il ne faut pas opposer les deux. C'est clair que des biotopes d'importance nationale, on doit les conserver. Mais si vous parlez de panneaux solaires, si vous parlez d'énergie éolienne, vous les faites dans des endroits où, si dans 50 ans on arrive à la conclusion qu'il y a une meilleure technologie, on peut renlever tout ça. J'entends, ça va pas abîmer la biodiversité parce que vous mettez des panneaux solaires. Ça va pas abîmer la biodiversité parce que vous mettez des éoliennes à des endroits adaptés. Évidemment qu'il faut qu'ils soient adaptés. Par contre, vous allez abîmer la biodiversité si vous continuez à vouloir rien faire en Suisse et à importer de l'électricité au charbon de l'Allemagne. Là, oui, vous allez nuire à la biodiversité. Et la Mona Chevalet. J'ai oublié le micro. Non, déjà, ça fait lien finalement avec la question énergétique où effectivement, il faut le développement des énergies renouvelables, mais elles ne doivent pas se faire sur le dos de la biodiversité. Simplement parce que la biodiversité et le climat, c'est deux choses absolument interdépendantes. Alors, on a tendance à les séparer, c'est ce qu'on fait d'ailleurs maintenant dans le débat, mais en réalité, les experts du climat ne le font pas, puisque justement, sur cette limite des 1,5 degrés, si on les dépasse, l'humanité serait mise en danger. Le GIEC se base sur la question des écosystèmes. En fait, c'est un danger si on dépasse 1,5 degrés parce que ça va mettre en danger les conditions d'adaptation des écosystèmes et donc leur possible effondrement. Et quand on parle des écosystèmes, la biodiversité, on parle aussi de la population humaine. Et du coup, même le GIEC ne délie pas ces deux questions. Donc c'est aussi se tirer une balle dans le pied si on met en place des solutions qui ne prennent pas en compte la biodiversité. Et puis la biodiversité, c'est un concept qui paraît assez abstrait, mais finalement c'est quoi? Alors j'ai déjà dit, nous-mêmes, nous les êtres humains, nous faisons partie de la biodiversité. Donc quand on protège la biodiversité, on protège nos conditions de vie. Ensuite, la biodiversité est nécessaire pour s'approvisionner en eau potable. Elle est nécessaire pour l'agriculture parce qu'on a besoin de sols fertiles, on a besoin d'insectes pour polliniser, on a besoin aussi de biodiversité pour protéger l'agriculture face aux maladies, face aux ravageurs, mais aussi face au réchauffement climatique. On a besoin de la biodiversité pour la qualité de l'air, mais aussi pour faire face aux catastrophes climatiques. Voilà, par exemple, les glissements de terrain, d'avoir des arbres, ça permet d'empêcher d'avoir des glissements de terrain. Donc la biodiversité, elle est fondamentale, elle ne doit pas être prise à côté, sinon on va solutionner la crise du climat et puis se ramasser la crise de la biodiversité en pleine tête et on va à nouveau être en retard et rien comprendre à ce qui nous arrive, alors que les scientifiques nous expliquent bien aujourd'hui que la biodiversité est une problématique. Ensuite, pourquoi la biodiversité, c'est une problématique en Suisse? Vous avez relevé des chiffres hyper intéressants dans le document cadre que vous nous avez envoyé pour la préparation de ce débat. Mais on voit que, voilà, en Suisse, seulement 10% des espaces sont protégés, alors qu'on a ratifié à des accords internationaux qui nous poussent à la protection de 30% des espaces naturels. Donc on est bien loin de ces objectifs. Ensuite, 60% des insectes sont en danger. Alors on peut en avoir rien à faire, s'en ficher des insectes, mais comme je l'ai dit avant, les insectes, ça nous permet de polliniser les plantes pour se nourrir. Donc il faut toujours rappeler que c'est vraiment les besoins fondamentaux de la population. Et puis, donc cette destruction des milieux urbains, il faut évidemment l'arrêter. Donc quand on parle des solutions, il faut bien évidemment des règles plus strictes concernant l'aménagement du territoire, parce qu'on voit encore de manière trop présente les projets de construction hors zone à bâtir. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut mettre fin. Puis il faut bien sûr mettre davantage de moyens dans la protection de la biodiversité, augmenter les zones protégées pour la biodiversité, et puis bien sûr restaurer aussi tous les écosystèmes qu'on a détruits. Par exemple, on sait que 90% des tourbières n'existent plus en Suisse. Et puis ça, par exemple, c'est dramatique parce que les tourbières, alors vous savez peut-être pas tous et tout ce que c'est, mais en tout cas, ça stocke énormément de carbone. Donc quand on détruit ces milieux naturels, ça impacte directement le réchauffement climatique. Et voilà pourquoi on peut de nouveau pas délier les deux. Et puis finalement sur l'agriculture,
J'aime bien aussi dire qu'il faut voir l'agriculture comme une solution, autant face aux questions de la biodiversité et face aux questions du climat. Mais pour ça, il faut un réel changement de système du modèle agricole, allant de la production à la transformation, à la consommation. Il faut que la Suisse, qu'on soutienne davantage les méthodes d'agriculture qui sont respectueuses des sols, de l'eau, du climat, de la biodiversité. Et pour ça, il faut aussi investir dans la recherche et puis aussi dans la formation. Je parlais avec un vigneron du Nord vaudois qui fait énormément qui met énormément d'énergie à trouver des solutions d'agriculture qui sont respectueuses des sols, mais en fait, il me dit, on manque la recherche. On manque en fait d'outils. On nous demande de changer de modèle agricole, mais en fait, on n'a pas les outils, les connaissances des modèles qui fonctionnent en fait pour subvenir à leurs besoins. Raphaël Main, je vais devoir vous couper parce que sinon on va pas, malheureusement le temps est compté. Pourquoi ça percute pas cette histoire de biodiversité? Sincèrement, on n'est pas bon dans les classements internationaux sur la transition énergétique, mais alors c'est encore pire en ce qui concerne la conscience en fait de ce danger qui pèse sur la biodiversité. Merci, c'est une bonne manière d'aborder la thématique. J'aimerais poursuivre sur ma lancée tout à l'heure pour aborder ce sujet. En disant que quand on sort d'un débat comme ça, on rentre le soir, puis on se repose la question de ce qui s'est dit, on a dans la bouche un arrière-goût assez désagréable parce qu'on se dit, mais vous avez eu en face de vous une belle rangée de parlementaires, puis ils avaient l'air d'être tous d'accord. Bon, il y avait quelques petites nuances, mais au fond, un petit peu plus de nucléaire, un petit peu moins de nucléaire. Mais bon sang, c'est pas comme ça que ça se passe à Berne. C'est pas comme ça que ça se passe à Berne. Il y a encore aujourd'hui une majorité de blocage sur la transition. Et la biodiversité est peut-être le meilleur sujet pour illustrer ça. Ce qui s'est passé avec l'énergie, c'est qu'il y a eu un double phénomène. Il y a eu l'échec de la loi sur le CO2 qui a provoqué la riposte, si on veut bien, avec l'initiative Glacier et le contre-projet. Comme je le disais tout à l'heure, c'est uniquement grâce à cela que la majorité du Parlement a lâché la loi sur les objectifs climat, qui est tout de même pas la révolution écologiste du XXIe siècle, mais qui a le mérite de poser l'objectif. Et puis le deuxième phénomène, c'est qu'il y a eu le cinglé du Kremlin qui a attaqué l'Ukraine, et ça a provoqué des telles fluctuations sur le marché européen de l'énergie qu'on a commencé à sentir la douloureuse. Qu'est-ce qui se passe en matière de biodiversité ? On ne sent pas la douloureuse. Elle est invisible, elle est impalpable, alors que le danger est probablement plus grand encore. Et pour vous dire comment ça se passe à Berne, vous le savez peut-être pas, mais si vous suivez un peu l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une énorme bataille qui se joue autour de l'initiative dite pour la biodiversité et son contre-projet. En gros, c'est assez facile à résumer, la Suisse a pris des engagements internationaux, l'accord de Montréal, pour celles et ceux qui connaissent le sujet, qui dit que chaque État doit protéger environ 30% de ses surfaces, c'est ce que mentionnait tout à l'heure Ella Menache-Vallet, 30% de ses surfaces, elle est dédiée à la biodiversité. Ça suppose donc toute une réflexion sur la protection des habitats les plus fragiles, les espèces, le réseau écologique, les couloirs de transition pour la faune, etc., etc. Il y a cette initiative sur la biodiversité qui propose cela, en substance. Le Parlement estime qu'elle va trop loin. Bon, ok, première déconfiture, c'est quand même les engagements internationaux auxquels la Suisse a adhéré, mais on se dit, bon, il faut y aller petit à petit, malgré l'urgence, on va quand même pas brusquer cette Suisse qui doit se réformer lentement. Alors on propose un contre-projet. On arrondit les angles, on propose quelques compromis, on ne prévoit plus l'objectif chiffré de 30%, mais on le formule en des termes généraux, en disant on va protéger tel type d'espace, etc. On sait pertinemment que ce qui va se passer, c'est qu'on n'arrivera pas aux 30%. Mais on se dit, bon, voilà, quand on est dans la minorité à Berne, on se dit, bon, on va prendre ce qu'on nous donne. Le Conseil national vote, après d'âpres débats, ce contre-projet, à une courte majorité. Ça passe au Conseil des États qui dit, rien à faire. Initiative à la poubelle, contre-projet à la poubelle. Ça revient au Conseil national avec le système d'aller-retour, on se bat, on atténue encore un tout petit peu, on se dit on va leur donner un peu du lest, et puis maintenant on en est là, ça va repartir au Conseil des États. Comme dans d'autres sujets sociaux dont on a brièvement parlé avant, le renchérissement des rentes AVS qui a capoté pour une voix au Conseil des États, comme toute une série d'autres sujets, le Conseil des États en particulier
est devenue une chambre de blocage sur le chemin de la transition. Donc, l'œcuménisme de ce soir ne correspond pas à la bataille qui se joue à Berne. Et pour ça, évidemment, c'est un appel que je lance, mais pour ça, il faut que ça change. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'autres rapports de force, un Parlement qui représente plus cet intérêt collectif à la transition, et notamment pour la biodiversité, dont on a déjà dit à quel point elle était fondamentale. Madame de Quattro, est-ce que la droite n'aime pas la biodiversité ? C'est ce qu'il a l'air de dire, monsieur. On aime tous la biodiversité, mais avec une certaine diversité. Je préfère aussi les abeilles aux moustiques. Mais plaisanterie mise à part, je partage l'analyse de mon collègue Maïm. Effectivement, c'est difficile de mettre d'accord, et c'est pas forcément des oppositions gauche-droite, mais c'est effectivement des oppositions des deux chambres. Le national avait dit oui, mais tu aurais voulu avoir une majorité plus confortable. Enfin, on a dit oui, et les États ont dit non, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas assis ici à cette table et qui fait beaucoup la loi à Berne. C'est l'agriculture. C'est l'agriculture. Parce que là, vous avez vu deux champs de tension que vous avez très bien illustrés, tous les collègues. C'est entre la production d'énergie renouvelable dont nous avons besoin, et puis la biodiversité, la protection des paysages, la nature, d'où toutes ces oppositions, notamment aux éoliennes. Et ça, c'est des intérêts publics qui sont très difficiles à concilier. Je parle même pas des intérêts privés, c'est près de chez moi, je veux pas que ce soit dans mon jardin, etc. Et puis vous en rajoutez encore une autre couche, c'est l'agriculture, qui est très fort à Berne, et qui dit pas que des bêtises à Berne, parce qu'ils nous disent bien, alors on est de moins en moins nombreux, on a de moins en moins de terrain, et vous nous demandez de nourrir la population. Parce qu'on est censé produire local, des circuits courts, et il faut qu'on puisse manger. Alors, laissez-nous produire. En plus de ça, on ne peut plus mettre de produits phytosanitaires parce que on doit faire attention. On n'a pas l'intention d'empoisonner. Je suis pas agricultrice. Je vous dis ce qu'ils nous disent. On peut plus soigner les plantes. On doit faire attention. Eh bien, c'est moins rentable. C'est comme ça. Il faut trouver d'autres méthodes. La recherche, l'innovation, tout ça, c'est bien, mais c'est pas du jour au lendemain. Donc, ces intérêts-là ont également leur porte-parole à Berne, et notamment au Conseil des États. Donc, actuellement, le contre-projet, il est en train d'être rendu encore un petit peu plus faible, c'est juste, parce que les agriculteurs, eux, ne veulent pas de nouvelles exigences. Et on va dans ce sens-là. Ce qui fait que les prochains efforts de biodiversité vont plutôt se concentrer sur les espaces bâtis, les villes et les agglomérations, et moins sur tout ce qui est en dehors des villes. C'est en tout cas la tendance que ça prend actuellement. Je ne sais pas non plus où on va finir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêts divergents qui sont représentés à Berne et dont il faut tenir compte. Et ils ne sont pas là aujourd'hui. Sinon, vous tiendrez un autre discours. Fabrice Mosconi, moi j'ai envie de vous entendre. Comment ça rentre dans le logiciel UDC? En plus, vous avez quand même une forte partie agrarienne dans le parti, donc c'est pas anodin par rapport à ce que vient de dire Madame de Quattro. Je crois que Madame de Quattro a bien résumé cet aspect. Il y a des gens ici en Suisse qui ne sont pas représentés dans cette discussion. Et je suis désolé, Monsieur Malheim, mais ça c'est la démocratie. Tout le monde doit pouvoir participer à la prise de décision, et les intérêts de certaines personnes qui sont des agriculteurs doivent aussi être respectés. C'est des gens qui ont fortement contribué à l'amélioration de la situation en termes de biodiversité. Madame de Quattro a rappelé tous les efforts qu'ils ont faits. C'est des gens qui ont aussi une mission, je dirais, nationale. Ils doivent nous nourrir. C'est des gens qui aujourd'hui arrivent difficilement à nourrir 50% de la population. Sachez qu'en termes de souveraineté alimentaire, on est en train de baisser petit à petit parce qu'effectivement, c'est difficile d'être agriculteur en Suisse. C'est un métier qui est compliqué, c'est un métier sur lequel on met énormément de pression, sur lequel on demande énormément de choses. Et c'est des gens qui ont répondu présents et qui sont, je dirais, vraiment des acteurs, des gens qui opérationnellement ont mis en œuvre cette transition, et je crois qu'il faut les saluer pour ça. Ce que je voudrais aussi mentionner, c'est qu'en Suisse, alors effectivement, en termes de pourcentage, on n'a peut-être pas les 30%, mais on a quand même le plus grand parc, la plus grande réserve de biodiversité d'Europe, avec le parc des Grisons. On est aussi une société ou un pays qui a ses caractéristiques. On est quand même très alpin, on ne peut pas vivre partout, je dirais, en Suisse. Et effectivement, il y a quand même une concentration en termes d'habitants qui doit quand même se loger, et ça a un impact sur la biodiversité. Alors, je sais, on va retomber sur cette histoire de population, mais effectivement, quand vous devez mettre 10 millions dans un petit pays, il faut bien les mettre quelque part, et donc c'est un impact sur les zones où tout le monde veut venir vivre, et c'est un impact sur la biodiversité. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de se rendre compte que, ma foi, il y a des endroits sur lesquels on ne peut pas faire de la biodiversité,
biodiversité parce qu'il faut simplement loger des humains. Voilà, il faut que ces gens puissent vivre agréablement. Et puis il y a des endroits dans lesquels on peut créer des parcs et faire des réserves, comme on l'a fait au Grison. Et pour revenir sur les paysans, je crois qu'effectivement, c'est des gens qu'il faut saluer, c'est des gens que je connais bien puisqu'ils sont dans mon parti. C'est des gens qui tous les jours essayent de trouver des solutions pour vous nourrir et accessoirement le faire en respectant la nature. Augustin, on a des questions dans le public et il nous reste peu de temps, donc... Oui, alors très rapidement, vu les quelques minutes qui nous restent, en réponse à ces blocages mentionnés au niveau politique, une question, comment réguler ou limiter l'influence des lobbies? Et deuxième question, quel rôle pour les assemblées citoyennes? Est-ce qu'elles pourraient apporter un élément de réponse à ces blocages? Monsieur Maillard. Comme l'a dit Jacqueline de Quatreau, en politique suisse, il n'y a pas que la gauche et la droite, il y a la gauche, la droite et il y a les lobbies. Hein. Alors bon, vous lirez, je crois demain dans 24 heures, je viens de voir que c'est sorti un article sur le financement par l'industrie du tabac, des campagnes électorales. On connaît les lobbies qu'il y a dans le domaine de la pharma, c'est un autre débat. Malheureusement, il faudrait que les partis tous essayent de s'interdire de dépendre de ces lobbies, et ils ne le font pas tous. Au contraire, certains revendiquent que c'est normal. Moi, je trouve que c'est un vrai problème, parce que ça fait longtemps que je fais de la politique. J'ai été dans un gouvernement avec un représentant de l'UDC, des représentants du PLR, des Verts, etc. Et j'ai toujours apprécié que de cette diversité, on arrivait à trouver des solutions. On arrivait à gouverner un canton qui a connu une immense mutation, à le sortir des finances difficiles, à investir pour la sécurité sociale, pour les infrastructures, etc. Parce que de positions divergentes, la dialectique, la discussion permet de trouver des solutions quand même qui permettent d'avancer. Mais quand vous avez quelqu'un qui a du fil à la patte, quand vous avez quelqu'un qui est sous influence, vous pouvez débattre des heures, vous voyez très vite, après quelques minutes, que ça sert à rien. Et ça, c'est un sentiment vraiment insupportable que malheureusement on expérimente trop à Berne. On a cette année, grâce à l'initiative du PS, un petit peu de progrès en termes de transparence, puisque maintenant ces dons doivent être annoncés, mais je pense qu'on devrait aller vers des interdictions, notamment quand on est élu dans une commission. On ne devrait pas pouvoir en même temps discuter du prix des génériques et être représentant des producteurs des médicaments génériques, enfin, être lui-même président des vendeurs de médicaments génériques. Il fait la loi sur le prix des génériques. Bon, c'est un élu UDC de Bâle-Campagne. Voilà, donc je pense que c'est un des vrais problèmes. Mais avec ça, je dois malheureusement vous quitter parce que j'ai un autre engagement à Aigle à 20h. Vous nous avez prévenu. J'ai aggravé un peu mon bilan carbone, mais je dois malheureusement vous quitter. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le maire. Sur la question des autres moyens des engagements citoyens, des autres moyens de faire la politique, quelqu'un veut répondre? Je veux bien dire un mot, c'est quelque chose qu'il y a dans notre programme où on estime qu'il faut faire de la politique autrement, qu'il faut décider ensemble. Et pour ça, c'est évident qu'il faut mettre en place des assemblées citoyennes, également dans les quartiers, dans différents endroits, pour qu'on puisse décider, faire le choix des politiques qui influencent nos vies. Et puis, j'irai aussi plus loin. Voilà, on est dans un pays où on a une forte population d'étrangers qui n'ont pas la nationalité suisse, mais qui vivent en Suisse parfois depuis 40 ans, mais qui ne peuvent pas voter, qui ne peuvent pas décider pour ce qui influence leur vie. Donc je suis aussi pour l'élargissement des droits politiques aux personnes étrangères. Et je pense que quand on parle de démocratie, si on veut une démocratie réelle et pouvoir en être fier, il faut absolument élargir ce droit. Madame Weber. Moi, je voulais juste réagir encore, mais par rapport au lobby. Alors, je ne sais pas si allez-y. C'est bon. Alors, parce qu'effectivement, il y a un problème avec des lobbies à Berne, mais après, je pense que quand on n'est pas au Parlement, on voit toujours effectivement ces méchants lobbies de droite, et je ne veux pas nier qu'il y a des soucis par rapport à ça, mais il y a aussi des lobbies de gauche, il y a aussi des Pro-Natura, il y a aussi des VVF, et pour moi, tous ces gens, en fait, ils sont importants parce que ça me permet, très rapidement, on boit un café ou sur une feuille A4, de connaître leur position,
Par contre, ça ne veut en aucun cas dire que je vais me laisser influencer. Et c'est peut-être là aussi où il y a le problème, c'est de certains politiciens qui se laissent influencer par ces lobbies. Moi, vous pouvez aller regarder sur mes liens d'intérêt sur le site du Parlement, ils sont ouverts. Moi, je suis dans aucun conseil d'administration, je suis libre de tout lobby. La seule chose que je suis, c'est président de la conférence romande pour la formation continue. Je pense pas que c'est un lobby qui est trop puissant. En tout cas, jusqu'à présent, ça a relativement bien été. Donc, il y a effectivement... Les lobbies peuvent aussi faire du bon travail. Par contre, c'est vrai que j'en appelle peut-être des fois un peu plus de discernement de la part de certains de mes collègues de pas trop, enfin, de rester sur leur ligne et pas de se laisser manipuler par certains lobbyistes. Monsieur Mosconi. Oui, je voulais juste amener un aspect intéressant sur les lobbies, parce qu'on parle beaucoup des lobbies de droite, les lobbies de gauche ont été mentionnés avant, les syndicats, les associations pour la protection de la nature et autres. Il y a un lobby qui est très puissant dont on ne parle jamais, c'est le lobby des cantons. Alors je vais vous donner un exemple de où a ça un impact. Peut-être quelqu'un connaît ou a reçu une augmentation de ses primes maladie récemment. Donc sachez que les cantons, depuis des années, se battent contre en fait ce qu'on appelle le financement moniste, c'est-à-dire que vous soyez en hospitalier ou en ambulatoire, c'est le même financement. Aujourd'hui, si vous êtes un hospitalier, 55% est payé par vos impôts, donc le canton. Si vous allez en ambulatoire, tout est payé par vos primes maladie. Et aujourd'hui, il y a un transfert qui se fait entre l'hospitalier et l'ambulatoire. Donc, quelque part, les cantons gagnent de l'argent sur ce transfert et veulent absolument éviter qu'il y ait un financement qui soit fait de façon cohérente entre les deux. L'OFSP, donc l'Office fédéral de la santé publique, estime que chaque année, il y a 1,5 milliard de transferts depuis la poche du canton, qui économise cet argent, vers les payeurs de primes. Et ce lobby des cantons est très puissant. Et une personne qui vient de partir d'ici a représenté aussi ce lobby qui a généré, quelque part, une augmentation de vos primes. Donc ça, il faut aussi le savoir, quand on parle des lobbyistes, les cantons sont aussi des lobbyistes. Bon, ils font partie de la société civile, mais pas tout le monde a les mêmes intérêts en termes de qui paye quoi. Voilà. Rapidement, Madame de Quattro. Si vous me permettez, j'ajoute encore une couche, et aussi les communes. Ah, les communes. Bah oui, le prix de l'électricité. Exact. Eh ben oui. Les ouvrages hydroélectriques sont souvent en main publique. De manière générale, les installations électriques sont en main publique. Ça donne des redevances. Ces redevances vont ensuite dans les finances du canton et des communes qui les utilisent pour le bien public. Donc, ils n'ont aucune intention de laisser partir cette manne. Les cantons alpins, qui vivent beaucoup de l'hydraulique, ils prélèvent des redevances remarquables. Eh bien, ça ne permet pas de baisser les prix. Vous voyez, donc il y a aussi l'augmentation du prix de l'électricité qui est due au fait que beaucoup de ces ouvrages sont en main publique, qui, eux, prélèvent une part importante pour le fonctionnement. C'est une redistribution d'argent. Mais il faut savoir, parfois, c'est pas toujours, quand on parle des barons de l'électricité, c'est en main publique. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Un grand merci. Isabelle, Elamona, Jacqueline, Raphaël, Pierre-Yves qui est parti, Fabrice et Céline Weber. On vous souhaite le meilleur pour la fin de ce mois. On espère peut-être que vous allez accéder à ce que vous voulez en termes de vos ambitions politiques. En tout cas, merci, c'était passionnant. Merci à vous sept. Un grand merci. Il est temps de clôturer cet événement. Merci pour nos invités. Il y a un apéritif qui est servi au-dessus, mais avant, nous avons la réflexion finale d'Oscar Mazzoleni. À vous, Oscar, qui va nous faire une synthèse de nos discussions. Pas une synthèse, une réflexion finale, bien sûr. Si on était dans un cours de sciences politiques, on serait certainement intéressé à faire une sorte de synthèse en disant d'abord que gauche-droite existe bel et bien encore en Suisse, en tout cas dans ce canton certainement, mais aussi au niveau fédéral. Quand on parle d'énergie, on va de gauche à droite en insistant ou sur la liberté individuelle ou sur le rôle du public, sur la liberté et vis-à-vis des contraintes. On a une vision évidemment opposée sur la manière d'aborder et de répondre à cet enjeu, et cela reflète des valeurs qui sont évidemment divers et opposés à un certain niveau, et qui reflètent aussi voilà, une façon de penser la société, de projet de société, le marché, l'État, et les incitations versus les contraintes. Et aussi, me semble intéressant, l'enjeu de la souveraineté
qui est resté moins, qui est marqué par la polarisation. Ça, je trouve tout à fait intéressant. Mais ce sont là les grands thèmes, les grandes thématiques aussi qui traversent gauche-droite aujourd'hui. La dimension supranationale apparemment est moins, disons, vue positivement lorsqu'on parle d'enjeux énergétiques. C'est intéressant, hein, là, si on change de thème, peut-être certainement on va voir autrement l'opposition gauche-droite. Et puis, on a choisi le thème de la diversité aussi un peu comme provocation. On avait au départ aussi un représentant donc, du monde agricole, mais voilà, on a eu ce changement. J'essayais d'être aussi bon que lui. Mais oui, mais je trouve que c'était très intéressant le fait que ça a été amené dans le débat, cet aspect des lobbies et surtout du rôle importantissime du lobby agricole à Berne, qui explique aussi le fait que la question de la diversité est moins marquée par cette polarisation gauche-droite traditionnelle et qu'on a vu là dans le débat, c'est-à-dire moins marquée par la polarisation avec un enjeu différent, celui voilà quel type de lobby joue un rôle là-dedans et des fois dépasse l'opposition gauche-droite. Donc je pense que, disons, de mon point de vue, j'avais des attentes qui ont été, disons, auxquelles on a répondu et que vous avez répondu tout à fait. Je pense que là-dessus, ça a été dit à un moment donné, mais à Berne, on a la polarisation, l'opposition est bien plus forte. Je trouve que là, on a vu quand même des diversités, des nuances, et qui, à mon avis, font réfléchir et qui permettent peut-être de voir pourquoi, à un moment donné, à Berne, on a réussi à tisser quand même quelques majorités, avec des compromis. Je pense notamment au photovoltaïque. Donc, vous avez baissé en fonction du compromis, mais ça, c'est le jeu aussi des institutions. C'est aussi le jeu du fait que la chambre basse et la chambre haute, depuis une dizaine d'années, depuis quelques législatures, de plus en plus marquées par les différences, par un écart. Avant, c'était beaucoup plus homogène. Et cela, c'est un changement aussi important. C'est aussi dû à un rôle plus important de la droite bourgeoise et dans la chambre haute par rapport à la chambre basse. Et là, c'est un effet, évidemment, des transformations du rôle des cantons, encore une fois, système majoritaire, les doubles sièges au Parlement, à la chambre haute. Et là, encore une fois, les différences gauche-droite qui émergent. Je trouve que peut-être sur cela, le public se dira, OK, on a répété un débat qu'on a déjà vu, mais je pense que aujourd'hui, le fait que vous n'avez pas trop marqué les différences, mais vous avez essayé aussi de voir un petit peu dans le dialogue, dans l'interaction aussi quelques points communs. Par exemple, cette collaboration publique-privée qui n'est pas complètement clivée, parce que les incitations pour les bâtiments apparemment ne font pas un certain consensus, me semble-t-il, à gauche ou à droite, mais peut-être je me trompe. Et en même temps, très fortement, les valeurs de fond qui divisent et qui, bien sûr, font partie du débat démocratique dans ce pays. Merci beaucoup, en tout cas, pour la participation. Je répète, tout cela n'aurait pas pu être organisé sans la collaboration de plusieurs personnes qui ont joué un rôle ces dernières semaines, et surtout un partenaire comme vous, et aussi un public, disons, qu'on aura certainement par la suite, parce que tout ça est enregistré, et surtout la participation des candidats aux élections nationales. Voilà, on a été un petit peu peut-être ambitieux de regrouper autant de personnes, 7 personnes. Peut-être on aurait dû donner plus de temps de parole. Voilà. Et en tout cas, merci aussi à notre animateur et merci à tout le monde. Merci.